Ok, ok, c'est bon. Le partage est en cours. Ok, donc là, je me rends sur 3 Acme. Donc la room que... Vous voyez mon écran, j'espère. Ouais, on voit ton écran, ça va. Super. Donc la room que nous allons utiliser aujourd'hui se nomme Expose. C'est une room sur 3 Acme. Et pour aujourd'hui, cette room-là est payante. Ce n'est pas les rooms gratuites que nous avons l'habitude de faire. Donc il va falloir un compte abonné pour ceux qui souhaiteraient euh, la retester. Je mets le lien de la room dans le groupe, dans le chat, au cas où vous aimeriez peut-être plus tard ou en même temps que nous la faire aussi. Ok. Donc j'ai déjà lancé la room, mais puisque ça prend un certain temps avant de bien redémarrer, donc j'ai lancé directement la room. Et là nous avons l'adresse IP de la machine que nous allons devoir exploiter. Donc tout simplement nous copions. Et comme d'habitude, l'une des premières étapes lorsqu'on essaie, on souhaite faire un test d'intrusion sur une cible, c'est de l'énumérer en gros. Donc on va chercher à faire un scan de cette cible-là. Et moi j'ai un outil qui me permet d'aller assez rapidement, c'est Rescan. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui une fois de plus. Rescan nous permettra de faire l'énumération de la cible, quels sont les ports qui sont ouverts, quels sont les services qui tournent derrière ces ports, les différentes versions et toutes les informations dont nous aurons besoin et il nous donnera tout ça. Donc là, je mets juste l'adresse IP que je viens de récupérer et je lance le scan. Ah oui, ça ne passe pas. En fait, j'ai pas encore activé mon VPN. Je suis pas encore dans le réseau de 3 avec donc je vais le faire rapidement. Ok, super. Je suis maintenant dans le réseau, donc pour vérifier, il suffit juste de faire un if config. Et là, nous avons une adresse IP qui nous provient du tunnel. Je crois qu'il y a... S'il y a des personnes qui sont en attente et que je ne fais pas entrer, rappelez-moi pour que je puisse aller les faire entrer. Et que je fais en même temps le live et que je dois les faire entrer aussi et tout. Donc c'est pas évident. Ok, l'enregistrement est toujours en cours. Donc maintenant que nous sommes connectés au réseau, nous allons lancer notre scan. Ok, donc on a déjà quelques ports qui sont détectés. C'est l'avantage avec le scan, il est super rapide. Et il va faire maintenant, il va avec le flag-A, il va nous donner toutes les informations derrière ces différents ports là. On a un port 22, un port 21, le port 53, le port 1337 et le port 1883. Donc on attend que le scan finisse et on continue. Donc là, c'est moi-même qui ai divisé l'écran en quatre parties, hein, pour ceux qui font les live hacking avec moi généralement. J'aime bien avoir ça comme de cette façon-là. J'ai toutes mes commandes dans un même terminal et c'est plus simple comme ça. Donc là, on va avoir les différentes informations sur le port, les ports. Ici, nous avons un port 21. Là, nous avons le port 22. Là, nous avons le port 1337, le port 53 et le port 1883. Donc là, déjà, on nous dit que l'FTP, voici la version du service FTP, et qu'il est accessible en anonyme. On peut se connecter donc en Anonymous. On sait ce qu'on va faire directement. Donc pour se connecter en FTP sur un serveur distant, il nous faut entrer. On entre la commande FTP suivi de l'adresse IP du nom de domaine de ce serveur distant. Ici, on va juste utiliser l'adresse IP puisque c'est ce qu'on nous a donné. Donc, CTRL C. Ah, désolé. Bon, je vais mettre FTP en haut ici. Et là, nous demande le nom utilisateur. Donc là, je vais mettre Anonymous. Et le mot de passe, on ne met rien. Nous nous sommes bien connectés. Donc on va essayer d'énumérer le répertoire FTP. Donc là, on fait un ls tout simplement. Rien ne s'affiche. Si on fait un ls-la, là voilà. Là encore, il n'y a rien qui ne s'affiche. Donc apparemment, ça ne nous intéresse pas. On peut garder le, le répertoire FTP comme ça. Peut-être demain, devant, il nous servira à quelque chose. On verra ça après. Déjà, on va chercher. On avait
Après le port FTP, nous avions le port SSH, le port 22, qui était aussi ouvert. Mais là, il n'y a rien de vraiment intéressant déjà. On peut faire des recherches après, hein. Mais à vue d'œil, il n'y a pas grand-chose qui nous intéressait. Par contre, le port FTP, le fait qu'il était accessible dans le même, ça nous intéressait en fait. On a le port 53, ça c'est pour les DNS. Et on a le port 1337 qui est le port pour HTTP. Généralement, lorsqu'on a un port HTTP, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'il va falloir peut-être regarder. Donc on va essayer de se connecter au site qui héberge en fait au serveur qui héberge le site web là. Donc c'est l'adresse IP 2. Le port HTTP qui est ici 1337. C'est pas toujours le port 80, il faut que je précise aussi. Là, c'est un bel exemple qui montre qu'il est possible de modifier le port par défaut des différents services, que ce soit SSH, que ce soit FTP, SSH et autres, HTTP et autres. Donc là, on met juste le port 1337. Ah, désolé. J'ai un problème avec le clavier là, je me suis mélangé donc. Ok. Donc là, nous avons un message qui s'affiche. On va essayer de voir. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. Donc là, généralement, lorsqu'on tombe sur un site web, l'une des premières réflexes, c'est de vérifier le code source de la page pour voir s'il n'y a pas des informations cachées derrière. Et des fois, il arrive que les développeurs finissent leur développement et ils ont mis des trucs en commentaire, ils oublient de supprimer qui peuvent aider en fait l'attaquant à pouvoir exploiter le serveur en question. Il peut s'agir de nom d'utilisateur, d'adresse URL, de dossiers cachés et autres. Donc là, pour regarder le code source de la page, on peut faire juste CTRL U ou un clic droit et afficher le code source de la page tout simplement. Donc là, dans ce cas, il n'y a vraiment rien d'intéressant. On a juste un titre HTML et un titre H1 qui est juste là. Donc là, à partir de là, on n'a pas grand chose en fait. Donc l'une des choses qu'on fait généralement lorsqu'on tombe sur ce genre de situation, c'est d'énumérer en fait les répertoires qui pourraient être cachés auxquels nous n'avons pas accès directement depuis la page source. Donc pour le faire, on utilise GoBuster. Il y a plusieurs outils, mais moi je préfère utiliser GoBuster parce que il est assez simple à comprendre et puis bon, voilà, ça va, ça marche. Donc il y a dbuster, il y a db, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Donc là, moi je tape un GoBuster. Je finis et puis je vous montre c'est quoi la commande en fait. Mais du moins, quels sont les différents flags qui sont utilisés ici. Donc là, je copie l'URL de la page source et là, je colle. Ok. Donc GoBuster, c'est le nom de l'outil. Dir, c'est pour juste spécifier à l'outil que nous souhaitons faire. Bon, ce qu'on va faire, on appelle ça du fusing. C'est une recherche de caractères ou une recherche de dossiers ou de fichiers. Donc nous allons faire du fusing sur le répertoire à partir de l'URL qui est ici. Donc l'URL qui est là. Donc à partir de cette barre là, on commence à faire les recherches dans quoi? Dans le fichier TXT qui est là. Dans un fichier bien précis qui se trouve sur la page. Donc il y a plusieurs fichiers, il y a plusieurs répertoires qu'on peut utiliser pour faire ces fusing là. Big.txt étant l'un des répertoires les plus utilisés, il y en a beaucoup, hein. Donc vous pouvez, les bonnes pratiques en fait, c'est de tester la majorité. Maintenant, bon, vu que nous sommes dans un cas de CTF, on utilise généralement les plus utilisés parce que généralement c'est ce qui va nous aider en fait. Et c'est un CTF, je rappelle, de niveau basique, de niveau facile. Donc généralement, voilà. À part s'ils ont précisé que c'est là que le problème doit se trouver. Donc là, je finis et j'appuie sur entrée tout simplement. Donc là, quand j'appuie sur entrée, il va commencer à rechercher. Déjà, il a trouvé deux fichiers. Ces deux fichiers ne vont pas nous intéresser. De façon générale, ils apparaîtront toujours, mais il n'y a pas grand chose à en tirer. Donc on attend qu'il finisse le fusing et qu'il nous affiche les différents répertoires ou fichiers. C'est pas toujours le cas, hein. Voilà, il est possible qu'il n'affiche rien. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit il n'y a rien à afficher, ou bien notre fichier TXT qu'on a choisi comme dictionnaire de base ne contient pas les répertoires cachés. Donc là, il nous trouve déjà deux répertoires assez intéressants. Il s'agit de admin et de admin underscore 101. Donc déjà, on va chercher à les vérifier parce que c'est assez intéressant. On peut se dire qu'il s'agit de pages de connexion avec le thème admin. Donc là, on a admin portal.
Ok, donc là on a la première page de connexion admin et là on a la deuxième page de connexion admin. Bon là, à première vue, il n'y a pas grand chose qui change, hein, à part que la deuxième page, il y a, je crois, un nom d'utilisateur qui a été ajouté. Déjà, on va tester avec la première page. Donc généralement, lorsque vous arrivez sur une page de connexion de ce genre, il faut déjà observer qu'est-ce qui se passe. Donc la première des choses, on va essayer de se connecter avec des informations banales, quoi, et voir comment est-ce que le serveur distant répond. En fonction de la façon dont le serveur distant répond, on verra comment orienter notre attaque pour peut-être bypasser la mesure de sécurité qui est mise en place, s'il y en a. Donc là, il nous demande une adresse email, donc on va mettre n'importe quoi, par exemple test arrobase, ok, il y a quelqu'un qui est en attente, je crois. Je vais le faire entrer. Donc test par exemple arrobase test.com. Et le mot de départ, je mets test par exemple. Et j'appuie sur continuer. N'oubliez pas, il y a un message qui est là qui nous demande si le portail est correct, si c'est le bon portail d'administration. De toutes les façons, nous avons deux. Donc si l'un n'est pas bon, on va supposer que c'est l'autre. En espérant bien sûr que c'est l'autre parce qu'on ne sait rien encore. Donc là, lorsqu'on appuie, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, on va faire comme d'habitude, on va vérifier le code source. Donc là, on a les informations du header. Là, c'est du CSS. C'est le code HTML. Là, le logo, le message qui a été affiché et deux inputs. Sur le bouton continue. Bon, en fait, apparemment, il n'y a rien qui nous permet en fait de continuer avec ce portail-là. On va tester avec le deuxième déjà. Chose intéressante ici, c'est que sur le deuxième, il y a déjà un nom d'utilisateur. Donc, on va laisser ça pour voir et mettre par exemple, un test comme mot de passe et cliquer sur continuer. Donc là, par contre, contrairement au premier, là, on a un message déjà qui s'affiche dans une box donc, qui indique en fait error. Sûrement, on peut se dire qu'il s'agit de, que les informations que nous avons entrées en fait soient incorrectes. Ok. Donc déjà, comme pour le premier, on va essayer de vérifier le code source pour savoir qu'est-ce qui se passe à un premier niveau. Ok, il y a deux personnes en attente, je savais pas. Ok. Donc là, CTRL U ou clic droit afficher le code source de la page. Donc là, la différence du premier, on a un code JavaScript en fait qui traite la requête de connexion. Donc pour ceux qui connaissent le JavaScript, bah, après c'est pas aussi compliqué à lire, hein. Donc là on a l'URL, la méthode d'envoi qui est post, les données qui sont recueillies. Ici c'est le input email et le input password qui sont recueillis. Ensuite on a une requête qui est faite vers cette URL là de connexion. Donc s'il y a succès, on a une redirection vers chat.php. Dans les cas où il n'y a pas succès, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas succès? Quand il n'y a pas succès, il affiche un console log.statut qui est, je suppose que ça sera error. Et voilà, c'est sûrement ça, puisqu'il y en a un à l'aide de data.statut. Et le alert qui s'affichait, c'était error. Donc là, avec ça, on a au moins une idée de ce qui se passe. Maintenant, bon, on va encore prendre une deuxième vérification avec cette fois-ci BubSuite. BubSuite, je précise que c'est ce qu'on appelle généralement un intercepteur. Donc, normalement, lorsque vous allez sur un site web et que vous émettez des requêtes, les requêtes vont directement vers le serveur web qui va traiter la requête et vous envoyer une réponse. Donc, tout ce qui est traitement vers le serveur s'en va directement. Or, lorsque vous avez BubSuite, vous pouvez intercepter les requêtes, les rejouer, les modifier, les utiliser pour faire plusieurs choses. Moi, j'ai déjà lancé BubSuite, hein, donc je vais juste vous montrer l'interface et qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, il y a plusieurs onglets qui peuvent nous aider. Donc pour ceux qui souhaiteraient peut-être entrer plus en détail sur BubSuite, ProAcme a en son sein des modules bien précis qui traitent en fait de BubSuite, des modules très intéressants qui permettent d'avoir une certaine connaissance des différents onglets de BubSuite, que ce soit le proxy, l'intruder, le repeater, le sequencer et bien d'autres. Donc là, dans notre cas, nous allons essayer de récupérer la requête de connexion qui est faite vers le serveur à partir de BubSuite et voir ce qu'on peut faire en fait. Donc là, je retourne ici. Pour pouvoir faire ça, on a besoin de connecter notre proxy, le proxy de notre machine à BubSuite. BubSuite par défaut est en écoute sur le port 80-80 de la machine en local. Donc c'est ce que nous allons faire. Bon, pour le faire, il y a plusieurs façons de faire, hein. En fonction du navigateur ou même du système, vous aurez la possibilité de pouvoir activer le proxy. Donc là, moi, j'ai une extension en fait qui me permet de le faire. C'est Switch Omega sur Chrome. Une extension assez intéressante qui permet déjà de configurer les proxys par défaut et
Et lorsqu'on est dans une telle ou telle situation, on peut facilement switcher vers un proxy. Donc là, ici, c'est de switcher vers ce proxy. Bon, c'est proxy. Si vous voulez, on peut regarder les paramètres de configuration. Donc là, c'est pareil que celui de Burp Suite. Je suis sorti. Donc là, voilà, on a le serveur local et le port 80-83 cette fois-ci. Ah, j'ai bien fait de regarder apparemment. J'avais fait des modifications pour une telle intrusion sur Android, donc c'est pourquoi. Donc je reviens à mes paramètres de base. Donc 80-80. Et j'appuie sur Apply Change. Je vérifie que c'est pareil sur... Ok, c'est bon. Donc là, je suis bon. Je peux sortir. Ok. J'active Proxy. Ok. Donc là, je reviens dans mon portail. Je mets mon Burp Suite en mode Intercept. Ok, bon là, il a intercepté des choses. C'est l'une des choses aussi avec Burp Suite, c'est que lorsque vous activez, après il intercepte tout ce qui passe en fait. Tout ce qui passe sur toutes les requêtes qui sont faites en amont de votre navigateur. Donc là, j'active et j'envoie ma requête de connexion. Et automatiquement, comme vous pouvez remarquer, la requête a été capturée par Burp Suite. Donc à partir de là, nous pouvons faire plusieurs choses. Déjà, comme je l'ai dit, avec les différents onglets, nous pouvons soit rejouer la requête en modifiant certains paramètres. Donc là, ça sera généralement avec Repeater. On peut utiliser des méthodes de brute force. Là, ça serait par exemple avec Intruder. Ou encore, on peut décoder certaines informations avec des codes plein de choses. Moi, je ne maîtrise pas tout complètement. Hein. Je ne vous le cache pas. Voilà, c'est assez vaste, c'est assez intense en termes d'informations et tout. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, on peut toujours organiser une session de formation là-dessus, principalement. Là, je vais m'apprêter par rapport à ça et on verra. Ok, donc on a notre requête. Donc on souhaite se voir en fait ce qui se passe lorsqu'on émet une requête de connexion. Généralement, lorsqu'on souhaite avoir ce type d'information là, c'est en utilisant Repeater. Repeater nous permet de rejouer la requête et d'avoir quelle est la réponse en fait qui est renvoyée par le serveur. Donc pour envoyer cette requête de connexion là à Repeater, il nous suffit juste de faire un clic droit dans le vide là, clic droit et on clique sur Send to Repeater. Et là il est envoyé à Repeater. Pour ne pas avoir de problème, je vais désactiver directement notre... voilà, donc ça c'est erreur. Et on revient dans Burp Suite. On va dans Repeater et voici notre requête qui est là. Donc pour savoir ce qui se passe, il nous suffit juste de lancer Send. Il va simuler la requête et nous envoyer une réponse qu'on va analyser par la suite. Donc là j'appuie sur Send. Et là nous avons une réponse. Donc voilà la réponse statut 200 OK. Et on a le statut qu'on avait précédemment, le statut error. Et là nous avons un message select all from user where email égale à l'adresse email que nous avons ici. Donc là ça peut directement, pour ceux qui ont un certain niveau là-dedans, ça peut directement faire penser à la possibilité d'effectuer des injections SQL. Puisque là nous pouvons remarquer que l'email est envoyé tel qu'enregistré est envoyé dans la requête SQL. Donc pour s'en assurer, nous allons peut-être modifier THM en T tout simplement. Et on va relancer encore la requête. C'est l'un des avantages plutôt d'utiliser Repeater, puisque nous permet en fait de pouvoir jouer avec les requêtes et puis voir comment est-ce que le serveur répond. Donc là, il y a quelqu'un qui est en attente. Accepter. Ok. Donc là, je reviens. Ok, donc c'est l'une des puissances en fait de Burp Suite. Il nous permet de jouer avec les requêtes et voir comment le serveur fonctionne. Donc là, pour s'assurer vraiment qu'il s'agit d'une attaque par ingestion SQL, donc qu'il s'agit en fait qu'il est possible de pouvoir mettre, disons, de pouvoir lancer une attaque par ingestion SQL, il nous suffira par exemple de mettre une cote juste à la fin de notre requête, une cote ici, et voir comment normalement il devrait avoir une erreur, puisque là il y aurait deux cotes et il y aurait une cote qui n'est pas fermée, donc normalement il devrait avoir une erreur. Le serveur devrait nous répondre avec une erreur. Si c'est le cas, c'est qu'il est possible d'effectuer une attaque par ingestion SQL. Donc là je lance et comme vous pouvez le voir, you have an error in your SQL syntax. Désolé pour mon anglais. Ok, donc voilà, nous avons voilà, avec un problème à ce niveau. Donc nous avons une erreur. Il est bien possible d'effectuer une attaque par ingestion SQL. Mais comment est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs méthodes, mais on n'est pas obligé, même si c'est toutefois très intéressant de connaître ces méthodes-là. Mais il y a des outils automatisés qui nous permettent de nous faciliter la vie, qui nous permettent d'aller assez rapidement.
Dans ce cas-là, on utilisera par exemple SQL Map, qui est un outil vraiment intéressant qui permet d'automatiser les tests d'ingestion SQL sur ce genre de cas par exemple. Donc je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. On pourrait l'utiliser avec l'URL de la cible, mais là il va falloir connaître les différents flags en fait qu'il faut utiliser. Quand je dis flag, par exemple les tirets qu'on met après le nom de la commande là, il va falloir maîtriser. Par exemple si c'est l'URL, si c'est tiret U, quel est le paramètre qu'on souhaite exploiter, quel est le type d'attaque qu'on souhaite lancer et tout. Donc pour faciliter la vie, SQL Map vient aussi avec cette fonctionnalité là qui permet de lancer l'attaque sur un fichier, mais un fichier qui n'est pas tout simple. C'est pas juste un fichier quoi. C'est un fichier avec les informations qu'il nous faut. Par exemple, l'URL qui est là, les différents paramètres qui seront peut-être attestés, par exemple ici email ou encore post. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc pour le faire, il va falloir déjà enregistrer le contenu de ce fichier là. Désolé. Donc je disais pour le faire, il va falloir enregistrer le contenu de ce fichier là dans un fichier .txt, dans un fichier disons. Donc là je vais juste copy to file, cliquer sur copy, j'ai fait clic droit, hein. Copy to file, et là je nomme mon fichier, je vais l'appeler par exemple sql.txt. Là le fichier il est enregistré. Si je reviens dans mon terminal, que je fais par exemple un cat de sql, je sais plus où il est là, sql.txt, on a le même code en fait, le code qu'on avait récupéré avant. Ah, je crois que je l'ai fait deux fois. Ouais. Voilà, on a le code qu'on avait dans la partie request de Bub Suite. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Je vais rapidement le faire entrer. Ok. Donc on retourne. Voilà. Donc là on a notre requête en fait de connexion qui a été faite. Donc pour pouvoir par exemple lancer une attaque SQL, d'ingestion SQL sur un fichier, il nous suffit juste de taper SQL map -r et le nom du fichier en question. Ici le fichier s'appelle sql.txt. Donc on a ça, on a juste entré. Donc c'est l'un des avantages de travailler avec des fichiers au lieu de, voilà, il nous propose d'entrer non. Attends. Ah ouais, j'ai laissé le... J'arrive, je modifie quelque chose rapidement. J'enlève ce truc là. Je sais pas, peut-être c'est ça qui veut parler. Copy to file et je vais écraser l'ancien fichier. Enregistrer. Enregistrer, yes. Ok. Quand je relance. Donc là, il nous dit qu'il y a un problème avec le pare-feu, je sais pas quoi là. Bon, généralement avec toi, avec moi, il n'y a pas de problème avec le pare-feu, hein, donc on va juste taper yes. Donc pour le type d'exercice que nous utilisons, pour le niveau en fait de la machine en fait. Donc là, il va effectuer une batterie de tests pour vérifier qu'est-ce qui peut fonctionner avec, comment dirais-je, avec comment est-ce qu'il peut exploiter, disons, la vulnérabilité, si il y en a, SQL, des gestions SQL. Donc là, il est en train de tester normalement le paramètre email. Sur des paramètres email, possible. Voilà. Donc là, ils nous dit qu'il est possible que ce paramètre-là soit injectable. Qu'est-ce que do you want to skip? Donc là, il a détecté en fait le système de management de base de données qui est MySQL et nous demande ce qu'il doit envoyer des tests pour d'autres. Est-ce qu'il doit sauter, disons, les tests pour les autres systèmes de management de base de données? Donc on va mettre yes, on n'a pas besoin de tester les autres. Donc on va prendre yes. Donc là ça va prendre du temps sûrement. Ça prend du temps, mais une fois qu'il trouve en fait le chemin pour pouvoir exploiter les gestions SQL différentes commandes que nous allons lancer par la suite, comme par exemple les commandes pour afficher la liste des bases de données, ou encore afficher les tables, ou encore
afficher les colonnes et leur contenu, généralement ça va assez vite. Donc on va juste patienter un peu que qu'il finisse ce qu'il a à faire et on reviendra. Ça me permet de donner le temps en fait d'aller boire un peu d'eau. En attendant, déjà, est-ce qu'il y a des questions pour ce qui s'est déjà passé? Montre un peu la commande CMAP que tu as lancée. Ok. Est-ce qu'elle m'a tiré R sur le fichier .txt? Ok, ok. Ah, tu fais avec nous en même temps directement, c'est ça? Non, 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 je suis pas en train de faire. Je voulais juste voir un truc. Ok, y a pas de souci. Je crois que l'erreur que tu recevais dans Bug, c'était genre, j'avais un message d'erreur qui te disait que il y a une erreur de syntaxe dans ta Oui, dans oui, le c'est ça. test qui a fait ça, non? Ouais, je pense. Je crois que c'est au niveau du. Parce que là, j'ai mis comment je vais dire, deux cotes. Oui, Je oui. pense que c'est là qui posait problème. Généralement, quand tu as ce truc-ci, souvent c'est plus rapide quand tu utilises SQL Map de Mhm. spécifier la technique à utiliser. Ah ouais, c'est pas. Ouais, ouais, Oui. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si tu spécifies directement la technique error base, tu vas directement utiliser ça et ça sera plus rapide après. Ouais, t'as pas tort, t'as pas tort, t'as pas tort. Bon, on va le laisser terminer, puis bon, peut-être Oui, après, on oui, va oui. tester le truc. Oui, oui. Non, ma connexion n'est pas aussi grande, donc bon, il y a beaucoup d'erreurs de tentatives de connexion. Mais à part ça, les autres, c'est bon pour l'instant. Ou bien il y a des questions, il y a des incompréhensions. On est tous là pour apprendre. Non, Voilà. pour le moment, ça va. Ok, super. Je vérifie que l'enregistrement est toujours en cours. Ok, c'est bon. J'ai très peur que je finisse tout ça et puis bon, que ça ne s'enregistre pas. Ça, c'est généralement à cause du VPN là qui fait que c'est lent. Sinon, allô, oui, quelqu'un veut parler? Oui, une préoccupation, hein. Comment? C'est plus au niveau des énumérations des différents ports de service là. D'accord. Voilà. Il m'est arrivé une fois de faire un scan de port et lancer avec Nmap. Ça a pris assez de temps, finalement, ça m'a rien donné. J'ai Ça pas fait quoi? compris. Après avoir lancé la commande là, Mhm, avec Nmap là, ça m'a pris assez de temps en fait. mhm. Mais ça n'a rien donné au final. Ouais. Donc, je Ça sais pas arrive. si, parce que les poids étaient filtrés, je comprends pas. Comme la commande de N, est-ce qu'il me peut lancer les temps, je sais pas, tu peux m'expliquer aussi. Ok, il n'y a pas de souci, on va rapidement expliquer ça. Avec Nmap, en fait, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles la commande sûrement n'a pas fonctionné. La première des raisons, c'est peut-être que tu t'as pas lancé le scan sur tous les ports. Là, je sais pas si tu as fait sur tous les ports. Et généralement, tu as fait ça Si sur les sons quoi? en 5 si les sons en 5 micros, Tu si as en fait 5, 5, 6, tirer P tirer, c'est ça? oui, oui. Voilà. Pardon. Donc, l'une des raisons liées à la lenteur en fait de Nmap de cette façon-là, euh, bon, je ne sais, faut pas mentir, je ne connais pas la raison liée à la lenteur de Nmap, mais de façon générale, lorsqu'on lance Nmap tout simplement sur tous les ports, ça prend du temps. Mais j'ai vu une commande qu'on peut tout simplement lancer, mais là, ça peut en fait poser des problèmes si par exemple la méthode d'exploitation doit passer par un port qui est sous UDP. Je pense qu'avec UDP, ça prend assez de temps parce que quand tu lances Nmap avec seulement que des ports TCP, j'ai l'impression que ça va un peu plus vite par rapport à UDP. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent peut-être expliquer un peu plus pourquoi est-ce que Nmap est lent par rapport à peut-être d'autres outils comme Rescan. Est-ce que je peux expliquer un peu Vas-y, vas-y, euh, vas-y. et voilà le souci du fait. En fait, la première préoccupation, quand tu lances ton Nmap et puis tu vois que
le scan est lent, il faut vérifier d'abord si le serveur en marche au fait. Parce que souvent, soit le serveur ne marche pas C'est ça. et tu essaies de scanner un serveur qui est mort au fait. Mhm. Il y a ça pour commencer. Maintenant, si ton serveur en marche et puis toi tu as scanné les 3655 ports, je sais pas, ça sera très 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 longtemps. Il y a des flags que tu peux ajouter à Nmap pour que ton scan soit rapide. Exactement. Ou bien si tu travailles sur un projet concret, il y a des ports spécifiques que tu peux scanner directement, pas besoin de scanner tous les ports, ça ne sert à rien au fait. Mhm. Par exemple, on te donne un service web sur lequel tu dois travailler, tu n'as pas scanné le port 22, pareil, ça ne sert à rien en fait. Mhm. Tu scannes ton port 80, ton port 443 et puis tu essaies de voir les failles qui sont liées à ce port. C'est un peu ça. Maintenant, concernant l'exercice que tu es en train de résoudre là, Mhm. en fait, tu vois, tu lances ton. C'est juste un commentaire, juste Oui, une vas-y, remarque vas-y. rapide. Voilà. Ouais. Quand tu vois le SQL map, il est très 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 long. Tu vois que ça va te prendre plusieurs. Comment dirais-je même, ça va te prendre beaucoup de temps, assez de temps. Mhm. Donc je pense que ce scan là, tu aurais dû faire ça peut-être avant l'enregistrement, bien avant le live là. Là, tu montres les commandes et puis voilà, tu montres les résultats auxquels voilà, on doit voir au fait. Parce que là, sans te blaguer, même quand tu arrives au niveau de la table, là, tu vas voir qu'il va mettre du temps avant de tirer les informations de la table. Ou bien soit tu pouvais faire comme d'habitude ce qu'on fait dans les CTF, genre essayer de prendre le OR 1 égale à 1 directement et tu fais sortir généralement, comment on appelle ça, l'étape. Et là on sait qu'il y a une injection SQL. Exactement. Voilà, tu pourrais faire ça rapidement ou bien faire ça avant le live. Attends. Ouais, Ça va te faire gagner en temps en fait. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, merci pour ton Ouais. apport vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, il a dit beaucoup de choses, hein. Il a dit l'essentiel. Voilà. Donc vous avez un peu les raisons pour lesquelles le scan Nmap peut être lent, parce que je pense que c'était ça la question. Les raisons pour lesquelles le scan Nmap peut être lent et aussi qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être ne pas lancer des scans superflus, c'est-à-dire des scans qui ne sont pas forcément importants. Imaginons que tu sais que le service tourne sur le point 80, il s'agit d'un serveur HTTP, tu sais que c'est sur le point 80 et que tu as besoin de certaines informations derrière, tu ne vas pas aller lancer un scan sur le port 22 par exemple. Tu lanceras peut-être un scan sur tous les ports si tu ne sais pas où le service tourne, sur quel port il tourne et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il y a des outils comme Ruscan qui sont assez rapides en fait. C'est pourquoi j'utilise Ruscan par rapport à Nmap. Maintenant, si tu veux forcément utiliser Nmap et que tu veux aller assez rapidement, tu peux faire comme il a dit déjà, il y a la vitesse d'exécution, je crois, c'est les frames là que tu peux augmenter ou diminuer. Il y a aussi, tu peux lancer de façon, comment je vais dire ça, par intervalle en fait, de 1 à 1000, de 1000 à 2000. Bon, ça prend plus de temps en termes d'exécution, mais après voilà. Donc c'est un peu là quelques pistes en fait pour pouvoir aller plus rapidement. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, en tout cas, c'était une très belle idée de lancer directement le scan avant de peut-être lancer le live parce que là, ça prend beaucoup de temps, c'est pas faux. En fait, lors des tests, j'utilisais, comment on appelle ça? L'attaque box de ThreatMe. Je pense que lui, comme il est directement sur le réseau de ThreatMe, donc ça va assez rapidement. Oh là, je me connecte par VPN et donc il y a une certaine lenteur en fait dans l'exécution des différentes commandes. Et voilà. Mais je pense qu'on va plus durer. Je pense que ça va venir tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon. Là, j'y crois, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bon, on attend. Si ça me revient, je vais le dire.
Ok, donc là, ils nous dit que le paramètre email est vulnérable et ils nous demandent de tester les autres. Bon, là, je pense qu'on va dire non, hein. Si on a email qui est déjà vulnérable, on va aller avec email. Donc là, c'est l'un des avantages de SQL Map. C'est-à-dire, il montre que c'est vulnérable et il nous donne quel est le payload, c'est-à-dire la commande qu'on peut utiliser pour montrer que c'est vulnérable, en fait, pour exploiter cette vulnérabilité là. Donc déjà, une fois qu'on a ça, on va essayer de lister les différentes bases de données. Donc la commande c'est dbs. Voilà, il liste là. Bon là ça va un peu plus vite, hein, puisque SQL Map a cette face, je sais pas comment je vais dire, a des caches en fait qui fait que lorsqu'il lance une deuxième commande sur la même adresse IP, je sais de ce qu'il a déjà enregistré en cache pour pouvoir traiter la requête, ce qui fait que à la deuxième commande ça va un peu plus vite, quoi. Il ne fait pas encore les mêmes informations, les mêmes étapes que précédemment. Donc là, nous avons plusieurs bases de données. On a la base de données 6, PHP-MyAdmin, Performance, Chemat et plein d'autres. Et celle qui va nous intéresser sûrement, c'est, comme vous l'aurez remarqué, c'est Expose en fait, puisque c'est le nom, c'est la base de données du site web. Donc là, on va récupérer la base de données et demander la table, les différentes tables de cette base de données, donc tirer grand D pour choisir. Donc les paramètres de SQL Map et autres on peut facilement les retrouver si on fait un SQL Map-H ou tout simplement les rechercher comment dirais-je, sur internet. Donc moi j'ai l'habitude de dire que les outils, pas les outils, disons la façon, le fonctionnement des outils ou les différents flags des différents outils ne sont pas forcément à connaître par cœur. Ce qui est plus intéressant, c'est de connaître la procédure, comment procéder. Après le reste, on peut facilement les trouver sur internet en fait. Faut pas forcément les bosser. Tu vas maîtriser ces flags là juste avec la pratique en fait. C'est pourquoi il y a des sites comme 3Acme qui sont très bien placés pour nous permettre de monter rapidement en pratique et de pratiquer, de maîtriser comment utiliser en fait la majorité des outils. Donc là, -D, on spécifie la base de données. Ici, c'est expose. Donc je mets juste expose et -tables. Donc pour afficher en fait les différentes tables de cette base de données là. Donc dans la base de données expose, nous avons deux tables. Une table user et une table config. Déjà, on va vérifier qu'est-ce qui se trouve dans la table user. Donc, une fois de plus, on fait cette fois-ci grand T pour spécifier la table. Donc ici, je mets user. Et je vais afficher en fait tout ce qui est contenu dans la table. Au lieu de passer par colonne et autres, moi je vais mettre directement dump plutôt. Là, il affiche en fait la table bien propre et tout. Donc on a toutes les informations qu'on peut désirer dans cette table. Ok. Donc là, user, il nous donne une adresse email et c'est l'adresse email qui a été proposée précédemment. Puis un mot de passe. Voilà, un mot de passe assez complexe. Donc on va tester déjà. Donc je copie le contenu de ce mot de passe. Je me rends sur mon portail d'administration. Voilà. Déjà, je vérifie que mon Burp Suite est bien désactivé parce que ça prend beaucoup en fait. Lorsque tu finis de faire tes modifications, on oublie généralement de mettre intercept sur off, on le laisse à on, et lorsqu'on lance les requêtes, on a l'impression que rien ne passe, la connexion est bloquée et tout. Donc c'est des choses qu'il faut vérifier également pour le proxy. Donc là je modifie juste le mot de passe et j'appuie sur connecter. Voilà, nous sommes connectés. Et là, il y a un message qui apparaît. On nous dit oui, blablabla. Bon, on peut lire. Donc bon, là, il n'y a pas d'information qui nous aide personnellement en tant que testeur d'intrusion ou hacker. Donc là, ce qu'on va faire comme d'habitude, déjà, je fais un contrôle A pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Et je vais vérifier en fait le code source pour voir s'il n'y a pas des informations qui sont à l'intérieur, qui sont cachées, que je peux utiliser. Donc là, un contrôle U ou un clic droit, afficher le code source et nous avons ces informations là. Donc là, on a un code JavaScript qui peut nous intéresser. Ok, donc là, il n'y a rien en fait d'intéressant. C'est juste en fait, je pense, le code qui est utilisé pour faire apparaître et disparaître ce truc là. Ok. N'oublions pas qu'on avait deux tables en fait. Nous avions deux tables. Lorsqu'on a fait notre SQL Map, on avait la table user, mais on avait également la table config. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se trouve dedans.
Donc il suffit juste de modifier le nom de la table user par config. On lance. Donc là apparemment il y a ce hash là et il souhaite en fait le stocker de façon temporaire. Bon, on va dire non, on va le faire manuellement. Pareil ici, on va pas le craquer. Donc là voici le contenu de la table config. Donc la table config est composée de 3 colonnes, une colonne ID, URL et password. Donc l'URL en fait c'est une URL et le mot de passe. Pour le premier c'est un hash. Par contre le deuxième c'est une information. Ils nous disent only accessible username starting with Z. Bon, on verra. Déjà on va prendre le premier. La première URL que nous n'avions pas précédemment à cause du fusing. Vous pouvez constater que le fusing ne résout pas tout en fait. Des fois il faut passer par d'autres méthodes pour pouvoir récupérer des répertoires cachés. Puisque le fusing c'est juste des tests en fait. Si le répertoire ne se trouve pas dans la word list que vous avez, ça ne va jamais s'afficher à partir du fusing bien entendu. Donc là je vais juste faire une copie de ce répertoire là, bon, de cette URL là. Venir là juste dupliquer et ici je vais juste coller. Ok, donc là nous sommes sur un site, sur une page et on nous demande de mettre un mot de passe. Supposons que je mets par exemple test comme mon mot de passe, que j'appuie sur submit. Bon, rien ne se passe, je ne me connecte pas, bon, il n'y a rien. Donc déjà rappelons-nous qu'on avait un hash ici, hein. On va essayer de le décoder. Avant de le décoder, on va peut-être soumettre pour voir si c'est pas lui le mot de passe aussi. Ok, ça ne passe pas, donc on va essayer de le décoder. Donc pour le décoder, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a plusieurs méthodes, chacun a sa méthode. On peut utiliser des outils comme Hashcat, comment dirais-je, John the Ripper. Personnellement, je pourrais toujours commencer par tester d'abord avec les navigateurs. Il y a un outil très intéressant qui permet de tester automatiquement à décrypter en fait un hash. Il se nomme CrackStation. Je l'utilise assez souvent. Donc on lance CrackStation, on met juste le hash à craquer ou les hashes s'il y en a plusieurs. Donc là il nous demande de spécifier qu'on n'est pas des robots et on clique sur crack. Donc là, le truc intéressant avec CrackStation, c'est que lorsqu'il craque, il nous donne en même temps le type le hash qui a été utilisé pour craquer le mot de passe et le mot de passe en question. Ici le mot de passe est easy to hack. On va juste le copier et on revient là, on colle. Ok, donc lorsqu'on colle, on constate qu'on est bien connecté. Mais là, il n'y a pas grand chose à part qu'il donne une information comme quoi parameter fusing is also important. Donc le fusing par paramètre est aussi important ou peut être caché ou pouvez-vous cacher DOM HTML. Bon, voilà. Can you hide .html? Donc généralement quand on parle de DOM, c'est des éléments du code source. Il peut s'agir par exemple des balises HTML comme B, P, input, ces genre d'informations. Donc généralement, bon, quand je lis ça, moi, ça me fait penser en fait à regarder le code source. Donc c'est un peu ça en fait. Généralement, c'est pas ce que vous allez forcément trouver dans la vie réelle, hein. N'oublions pas que nous sommes toujours dans un cadre CTF. Donc le cadre CTF et puis la vie réelle ne sont pas forcément pareils en fait. Donc il faut réfléchir CTF lorsqu'on fait des CTF. Donc quand tu vois une information, tu te dis dans ce cas de CTF là, est-ce que cette information ne peut pas m'aider à trouver une information, ne peut pas m'aider à... ne me donne pas un indice sur comment est-ce que résoudre le défi. Parce que des fois le défi il peut être techniquement facile, mais si tu n'as pas l'esprit CTF derrière, tu ne pourras pas le résoudre en fait. Donc après, il y a la vie réelle et il y a les CTF. Même s'il y a des techniques de CTF qui nous aident, surtout qu'il y a des techniques utilisées dans les CTF nous aident généralement dans la vie réelle. Donc, quand je dis la vie réelle, je parle de, par exemple, un test d'intrusion réel pour ceux qui veulent devenir pentester. Donc là, je vais regarder le code source. Donc, comme premièrement, je vais faire un CTRL-U, afficher le code source. Ok, là il nous demande de confirmer l'envoi du formulaire. Là si je recharge la page et que j'appuie sur continuer, voici ce qui se passe. Ils nous dit parameter fusing is also important. Donc c'est le même message. Par contre là il y a une information qui n'apparaissait pas premièrement. Vous voyez pourquoi il est important de toujours vérifier le code source. Il y a des informations qui peuvent être comment je vais dire ça, qui peuvent être présentes mais qui ne sont pas forcément visibles par l'utilisateur lambda qui ne va pas peut-être aller dans le code source. Ces informations là peuvent être dans des commentaires comme ici par exemple. Ici c'est un commentaire ou encore tout simplement affiché mais à partir
comment je vais dire, de commandes CSS ou JavaScript peuvent tout simplement être cachés. Donc là, on a un affichage none, display none, qui fait qu'on ne voit pas l'information là dans ce terminal, dans cette page. Donc là, il nous dit d'essayer le file et view comme get parameter, donc comme paramètre get. Premièrement, il nous a dit qu'il y avait deux, bon, je crois, c'est ce que je pense, hein. La résolution de cette partie se base en fait sur, comment je vais dire ça, sur, soit on fait un paramètre, un fusing de paramètres, donc il y a un paramètre sûrement dans cette URL là qu'il va falloir trouver. Donc pour ça, il y a plusieurs outils, hein. Il y a fuse, il y a comment je vais dire ça, wfuse qui sont assez intéressants pour tout ce qui est paramètres, fusing de paramètres. Donc là, il nous donne tout simplement deux paramètres qu'on peut tester, par exemple le paramètre file et le paramètre view. Donc quand on parle généralement de file, c'est, comment je dirais, c'est d'afficher en fait un fichier. File, c'est pour généralement pour appeler un fichier, donc c'est d'où le nom file en fait. Donc pour utiliser les paramètres, sur l'URL, on met tout simplement un point d'interrogation, ensuite le nom du paramètre et la valeur du paramètre. Donc là, je mets mon point d'interrogation, je mets par exemple file égale la valeur, je vais prendre n'importe quoi, hein. Par exemple le fichier etc password qu'on connaît tous. Généralement, lorsqu'on veut tester ce genre de choses là, peut-être afficher un fichier contenu sur la machine distante, on utilise etc password puisque c'est un fichier qui est accessible à tous en lecture. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Donc si ça s'affiche, c'est qu'il y a possibilité de faire certaines choses. Donc là, on va juste faire etc slash pass wd. Bon, je dis password, mais en fait c'est le vrai nom qui est là, c'est pass wd. Donc là, j'entre. Donc là, il me redemande le mot de passe. Bon, on va tout simplement remettre. On le remet. Et on note. Voilà, nous avons là le contenu en fait comment je vais dire ça. Nous avons le contenu du fichier etc slash pass wd. Donc là, tout est mélangé. Pour bien afficher, généralement, je préfère passer par la source en fait. Donc là, je fais CTRL U comme d'habitude. Je recharge la page et j'appuie sur continuer. Donc là, nous avons le contenu du fichier etc password bien affiché. C'est facile. Je précise que c'était mélangé premièrement parce que bon, HTML il interprète ça en fait en tant que comme du texte. Et si il n'y a pas de balise B pour revenir à la ligne, il va tout coller. C'est la raison pour laquelle tout était collé premièrement. C'est pourquoi je préfère passer toujours par la source. Oui, il y a une Je vais question. poser une question rapide. Oui, vas-y. Pour faire la question, c'est juste pour la compréhension des uns et des autres, hein. D'accord. Et pour moi, je comprends tout ce qui se passe au fait. Ok, Parce que c'est un pentester pro. d'accord. Maintenant, la question etc password, c'est juste pour que les autres comprennent. C'est quoi le fichier etc password? etc password, c'est un fichier qui contient les noms d'utilisateurs, les noms des utilisateurs sur la machine. C'est bon? Ouais, tranquille. C'est juste je voulais que tu expliques ça en fait. Pourquoi le fichier etc password. Ok. Donc c'est un peu ça, c'est un fichier qui contient en fait la liste des noms utilisateurs sur la machine. Donc on l'utilise pourquoi généralement parce que comme je l'ai dit, il est toujours accessible en lecture. Donc on veut juste vérifier qu'on peut lire des fichiers sur la machine. Généralement lorsqu'on souhaite vérifier qu'il est possible de lire des fichiers sur la machine, il faut utiliser un fichier qui est forcément accessible en lecture en fait. Si tu ne sais pas si ce fichier est accessible en lecture et que tu le lances, par exemple etc shadow qui est le fichier qui contient les hash des mots de passe, lui il est accessible généralement uniquement que par le root. Même s'il est possible de modifier ses permissions pour le rendre accessible à tous les utilisateurs, ce qui n'est vraiment pas autorisé, n'est vraiment pas l'idéal je veux dire. Mais il arrive des fois dans des sites vraiment très basiques que voilà, ces genres de choses là arrivent. Voilà, donc il faut toujours utiliser lorsque vous voulez vérifier que par exemple un fichier, il est possible de lire des fichiers sur la machine, des fichiers qui sont accessibles en lecture à tous les utilisateurs quel que soit leur rang. C'est pourquoi on utilise etc password. Donc j'espère que tout le monde a compris. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il lève la main, qu'il pose la question. Si je ne comprends pas qu'il y a d'autres personnes dans le groupe qui peuvent donner la réponse, il n'y a pas de souci. On est là tous pour apprendre, comme je le dis toujours. Donc s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, posez la question. S'il y a des personnes comme le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, qui ont des choses à ajouter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste lever la main et ajouter. On est là juste pour apprendre. Quel que soit le rang de tout et chacun. Merci. On va continuer déjà. Donc je ne sais plus où j'étais. Voilà, nous étions là.
Donc là, nous avons la liste des utilisateurs présents sur la machine. Donc ça peut être des utilisateurs de services, des services plutôt, je veux dire, ou encore des utilisateurs de la machine. Donc voilà, on a cette liste-là, mais on ne sait pas ce qu'on peut faire de base avec ça. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir les exploiter en fait. Pour pouvoir les exploiter, mais n'oublions pas que nous avions deux URL. Donc on va tester le deuxième URL. Et le deuxième, dans la deuxième URL, nous avions un commentaire qui nous disait que il y a quelque chose qui devait commencer par Z en fait. Donc déjà on va chercher à voir et après on va y revenir. On va voir ce qui se passe en fait dans cette URL là. Donc je vais juste copier et la lancer comme pour la première URL qui est ici. Donc j'appuie sur dupliquer. Pareil, je colle juste l'URL et j'appuie sur entrée. Donc là également, comme précédemment, nous avons une page qui apparaît avec quelque chose qu'il va falloir entrer. Mais là, par contre, le mot de passe, ils nous ont donné une aide, donc une indice ou une indication. Ils nous disent que le nom, ils disent, donc c'est le nom de l'utilisateur de la machine qui commence par la lettre Z. Donc voilà, la première vulnérabilité de... Donc ce qu'on vient de faire en fait ici, on appelle ça, je précise, c'est juste pour permettre de comprendre c'est quoi en fait. On appelle ça de l'inclusion de fichiers local. Donc du LFI en fait. Donc on inclut un fichier présent sur la machine. Donc on arrive à lire le fichier qui est présent sur la machine. Donc ça c'est du LFI. La première vulnérabilité c'est une vulnérabilité LFI qui nous permet de voir des informations présentes sur la machine. Donc tous les fichiers dont l'utilisateur de bas niveau, qui est généralement 3W Data pour le service web, a accès en lecture, nous pouvons le lire à partir de maintenant. Donc là, il nous dit que le mot de passe est le nom d'un utilisateur qui commence par Z. Donc on peut vérifier la liste des utilisateurs et on a bien un utilisateur ici qui commence par Z du nom de Zimkish. On copie tout simplement ce nom là. On vient là et on le colle. On entre. Et là nous sommes sur un formulaire d'upload de fichiers. Donc là directement ça peut nous faire penser directement à des tentatives de bypass d'upload de fichiers. Déjà il faut vérifier quel est le serveur, le langage du serveur web. Bon, on peut imaginer que c'est PHP hein, vu qu'on a un point PHP. Mais si on n'a pas par exemple de point PHP, il y a des outils comme Wapalizer que vous pouvez avoir dans votre extension ou d'autres outils que vous pouvez utiliser. Même Nmap des fois fait ce genre de choses là aussi, affiche des informations comme le langage de programmation utilisé pour développer la page web. Donc là si je clique sur Wapalizer, il me donne plus d'informations comme par exemple le serveur web utilisé avec la version, ce qui doit être corrigé normalement. Le langage de programmation PHP, le langage de programmation utilisé qui est ici PHP. Donc ce sont des indications en fait qui peuvent nous aider nous en tant que pentester ou en tant que hacker à pouvoir pirater ou à pouvoir pentester disons l'application en question. Donc il y a beaucoup de développeurs lorsqu'ils développent leur application, peut-être dans des cas de développement, oublient de cacher des informations assez importantes comme par exemple là la version du serveur web. Si demain par exemple on nous dit que la version 2.4.41 est vulnérable à une vulnérabilité, je sais pas moi, d'inclusion de fichiers à distance, comment dirais-je, d'exécution de fichiers à distance, donc remote code d'exécution, je veux dire. Donc ce sont des choses qui peuvent être assez dangereuses. Donc normalement il faut cacher. Même le langage de programmation, c'est quelque chose qu'il faut pas forcément montrer. Donc le point PHP là, utiliser peut-être des frameworks qui les cachent et tout. Donc il y a plusieurs façons de faire en fait pour ne pas aider disons l'attaquant en fait dans ses attaques. Donc là bon, c'était juste à titre informatif. Donc là nous sommes sur un formulaire d'upload de fichiers. Donc déjà comme je l'ai dit, lorsque tu tombes sur quelque chose, déjà observe. Pour observer, on va faire quoi? On va faire ce qu'il nous demande de faire. Et après, on pourra en déduire, on pourra analyser ce qu'on a eu à faire et comment peut-être exploiter cela pour aller dans notre avantage. Donc déjà, il nous demande de choisir un fichier. Ok, on va choisir un fichier. Je clique sur choisir un fichier. Maintenant, quel est le fichier qu'il va falloir peut-être choisir? Ici, on dit PNG. Donc c'est un fichier PNG normalement qu'il va falloir récupérer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, je regarde dans ma liste de fichiers quel fichier PNG je peux utiliser. Bon, là, j'ai un fichier du nom de d.png. Je vais le prendre et puis le tester. Hein. Je clique sur d.png et j'appuie sur Upload. Donc là, apparemment, il a été téléchargé. Et là, il nous dit File Upload Successfully.
Il nous dit qu'on peut regarder dans le code source de la page pour voir en fait le chemin. Il n'y a pas de souci. Donc, comme précédemment, toujours, on va regarder dans le code source. Là, à première vue, il n'y a rien. Donc, il peut s'agir d'un code, d'une URL, d'un chemin qui est contenu dans un commentaire, dans du code JavaScript ou encore, comme précédemment, qui est caché avec le paramètre CSS display none. Donc là, on va faire CTRL U comme d'habitude pour vérifier le code source. Et là, continuer. Donc là, on a le même message. Hein. Donc les commentaires, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien d'intéressant dans les commentaires. Dans le message, on a le même message. Par contre, on a le même, la même chose que précédemment en fait. On a une information qui a été cachée à partir du paramètre CSS style display none. Donc là, il nous dit, je suppose que ça a été le path est dans payload underscore thm underscore 1001. Donc on va juste copier ça et essayer de voir si on peut retrouver notre fichier là-bas. Donc là, je vais dupliquer ça pour ne pas avoir de problème. Je supprime ce qui est là. J'appuie sur Entrée. Donc là, on se retrouve dans ce qu'on peut considérer comme l'espace de stockage en fait des fichiers que nous avons uploadés. Donc on a bien notre d.png. On va cliquer dessus pour voir si c'est vraiment le fichier PNG qu'on a uploadé. Ouais, on clique dessus pour vérifier. Ok, donc c'est lui en fait, c'est le fichier PNG qu'on a uploadé. Donc il n'y a pas de modification. Le fichier qu'on upload ne subit pas de modification. Donc on peut imaginer qu'on peut utiliser une méthode d'exploitation ici qu'on va appeler le reverse shell. C'est une méthode qui nous permettra de dire à la machine de nous contacter, d'ouvrir un shell chez nous pour nous permettre d'avoir accès au serveur qui héberge en fait le serveur web. Ok, donc là pour le faire, il va falloir uploader une image, un fichier PHP, en tout cas qui sera exécuté par disons le serveur web pour nous contacter nous. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, comment je vais dire ça, il y a plusieurs méthodes, mais moi personnellement je préfère utiliser un fichier de Pentest Monkey PHP Reverse Shell qui est très intéressant là-dedans, qui est facile à configurer en fait. Mais après, il y a plusieurs méthodes hein, en fonction de la complexité de vérification du serveur, si bien sûr il y a une vérification derrière. Donc là, j'ai mes ressources cybersécurité. Donc je viens dans, voilà, c'est le PHP Reverse Shell. Donc je clique dessus. Voici le contenu du fichier en fait. Donc c'est très simple en fait. Une fois que, bon, je vais mettre le lien du truc dans le chat au cas où certaines personnes souhaiteraient tester aussi à leur tour. J'ai mis le lien. Je reviens là. Donc je copie en fait le contenu de ce fichier là, tout simplement. Je me rends disons dans mon terminal. Je fais un anneau de, comment je vais l'appeler, de img.php et je colle le contenu là dedans. J'appuie sur enregistrer. Donc là, si je fais un 4 de img, ok, donc là on a le contenu du fichier PHP. Mais il ne suffit pas juste de l'avoir et de l'uploader. Il faut maintenant le configurer. Parce que là, il n'est pas encore configuré, il ne contient pas les informations qu'il nous faut. Donc pour le configurer, il y a uniquement deux informations dont on a besoin. Puisqu'on souhaite que le serveur distant puisse nous contacter, nous, on a besoin de lui fournir notre adresse. Et si notre adresse est notre adresse IP, suivi de notre port, du port sur lequel nous souhaitons écouter en fait. Donc là, nous allons pour modifier, on va utiliser toujours nano de img.php et là on se déplace juste en bas. Voilà, et là ils nous ont bien précisé mais qu'il faut le changer en fait. Donc là, dans la partie IP, c'est là qu'il faut mettre l'adresse IP de notre machine attaquante. Là, il faut savoir quelles sont les adresses IP et quels sont les ports qu'il faut mettre. Ici, nous souhaitons que le serveur distant, c'est-à-dire la machine qui héberge le serveur web, puisse nous contacter. Pour qu'il puisse nous contacter, il faut qu'il sache quelle est notre adresse. Donc, c'est ce qu'on va lui donner. Pour connaître notre adresse IP, on fait juste un if config. Donc là, on a plusieurs
plusieurs interfaces. Donc là, c'est Docker. Bon, ça, c'est mon interface Docker. Ici, on a notre interface locale qui est 127.0.0.1. Ici, c'est l'adresse du IP local privé de ma machine sur le réseau sur lequel je suis connecté. Et là, ce qui nous va intéresser, c'est l'adresse VPN. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui mélange beaucoup. Lorsqu'on débute et qu'on demande et lorsqu'on souhaite faire par exemple des attaques par reverse shell, lorsqu'on dit l'adresse IP, il faut avoir en tête que l'adresse IP qui nous intéresse ici, c'est l'adresse IP obtenue par la machine sur le réseau sur lequel se trouve la cible en fait. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc là, ici, nous sommes sur le réseau de 3HMI. C'est sur le réseau de 3HMI que nous arrivons à communiquer avec la machine distante. Donc la machine que nous souhaitons attaquer. Donc pour pouvoir... Attendez un instant. Il faut que j'ajoute une heure à la machine. Parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on a démarré. Si je n'ajoute pas, on peut avoir de mauvaises surprises. La machine va s'éteindre. Il va falloir tout reprendre. C'est un peu embêtant. Donc je reviens. J'étais en train de dire quoi même ça m'a mélangé. Voilà, donc il faut être sur le même réseau que le réseau sur lequel se trouve la machine. Pourquoi il faut mettre l'adresse IP provenant de ce réseau là. Ici, notre adresse IP qui provient du réseau, c'est une 0. L'adresse IP que nous obtenons après la connexion au VPN sur le réseau de 3HMI. Donc on copie juste cette adresse IP là. Maintenant, dans le cas où par exemple vous êtes sur un réseau local, c'est-à-dire ma machine est là, la machine que je souhaite pirater à côté, et nous sommes sur un réseau local, un Wi-Fi local. Généralement, c'est VLAN 0 qui nous donne en fait cette adresse IP là. Donc, généralement, c'est cette adresse IP là qu'il va falloir mettre. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, s'il y a des zones d'ombre, il y a des incompréhensions, n'hésitez vraiment pas à me signaler. Parce que je dis toujours, le plus important, c'est qu'on puisse comprendre. Il ne faudrait pas venir suivre un live hacking juste parce qu'on veut montrer qu'on a suivi ou juste parce que, je ne sais pas quelle raison pour... Voilà. Donc, on vient suivre pour comprendre. Si on ne comprend pas, on pose des questions. Ceux qui peuvent répondre, répondront. S'il y a personne qui peut répondre, on peut remettre ça à une prochaine fois. Si par exemple, je me pose une question que je ne connais pas parce que je ne suis pas censé tout connaître, je dirais par exemple que voilà, peut-être on est tous dans le groupe Telegram. Je vais répondre après dans le groupe Telegram, après les recherches. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez-les et on va expliquer. Donc là, je mets l'adresse IP de ma machine sur le réseau 3HMI, je précise. Donc c'est le 10.8.1.186. Et là, je peux modifier le port comme je peux le laisser. Généralement, pour les tests de ce genre-là, je préfère le laisser. Et voilà, j'avance. Donc là, je fais CTRL S pour enregistrer et CTRL X pour sortir du fichier nano. C'est pas fini. Une fois qu'on a précisé dans notre fichier, dans notre payload, en fait, comment est-ce qu'il peut nous joindre, il faut aussi qu'on ouvre la porte pour qu'il lui puisse nous joindre. Donc pour ouvrir la porte, il faut ouvrir le port qu'on a précisé sur notre machine. Ici, c'est le port 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais faire, pour ouvrir le port, il y a plusieurs commandes. Moi, je prends NC, Net4, NC-LVNP et le numéro du port qu'on souhaite afficher, rendre public. Bon, disons rendre public, c'est comme si sur Internet. Donc, ouvrir et mettre en écoute, disons. Donc, j'appuie. Et là, ma machine, en fait, écoute sur le port 1234. Là, si on fait un Nmap sur ma machine, vous verrez qu'il y a un service en écoute sur le port 1234. Pardon. Donc là, maintenant, on va chercher à exploiter cette vulnérabilité-là. C'est que nous pensons être une vulnérabilité. Donc là, je reviens sur mon fichier. Et cette fois-ci, je souhaite télécharger le fichier. Je viens là. Je souhaite télécharger en fait le fichier PHP que je viens de modifier. Je crois que je l'ai appelé img.php. Donc là, je reviens dans mon répertoire. Je cherche img.php et je ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que là, comment je vais dire ça? Il n'y a que les fichiers PNG qui sont recherchés. Il suffit juste de modifier, de préciser qu'on veut tous les fichiers. Et là, tout type de fichier apparaît. Donc là, on peut récupérer notre fichier img.php. Donc là, on choisit le fichier. Le fichier a bien été choisi. Et donc là, on clique sur Upload. Là, on clique sur Upload et rien ne se passe. Ok, rien ne se passe. Donc, quand on tombe sur ce genre de situation, comme d'habitude, je ne le cesserai jamais de le dire, quand il y a un souci, il faut vérifier le code source. C'est pas la source, c'est la source qu'on vérifie qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc là, pour vérifier le code source, comme d'habitude, soit CTRL U ou clic droit, afficher le code source de la page et on verra qu'est-ce qui se passe.
comment est-ce que le téléchargement est fait? Est-ce qu'il est envoyé vers le serveur web? Est-ce que c'est un code JavaScript qui le gère? On verra tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cliquer? On verra ça tout à l'heure. Donc là, CTRL U. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un code JavaScript qui est derrière en fait. Avant en fait le lancement disons de l'upload en fait. Donc là, il récupère le nom du fichier. Le nom du fichier qu'on a uploadé. Ensuite, il récupère l'extension, donc file extension. Et il compare cette extension à JPG et à PNG. Si oui, c'est correct, alors il peut envoyer la requête vers le serveur. Dans le cas contraire, que l'extension n'est pas correcte, il n'envoie rien, il retourne false. Voilà, dans le form, il a dit qu'il peut seulement soumettre en fonction de la réponse. Donc, on submit, il soumettra si cette réponse-là est true, sinon il va soumettre false. Sinon, il ne va rien soumettre. Donc, il faut en fait que le fichier qu'on upload là soit un PNG ou bien un JPG. Donc, pour pouvoir bypasser cette restriction-là, c'est très simple. Il suffit juste de modifier l'extension de notre fichier ici. Ici, nous avons un img.php. On va le modifier en img.png ou img.jpg. C'est à nous de voir. Donc, déjà, la première des choses à faire, c'est ça. Donc, je vais juste faire un MV ou bien un CP pour copier. Donc, je vais copier CP de img.php et je le modifie en img.png. Donc là, je clique. Et je reviens là. Mais c'est pas fini. Une fois qu'on a cliqué, normalement, cette modification doit nous permettre de pouvoir uploader notre fichier vers le serveur. Maintenant, lorsqu'on upload notre fichier vers le serveur, il va s'enregistrer en tant que img.png. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, on veut exécuter notre reverse shell. Pour pouvoir exécuter notre reverse shell, il faudrait que dans le fichier img.png, il se trouve, il y a en fait du code PHP. Et pour pouvoir exécuter ce code PHP là, il faut que ce fichier là se termine par l'extension .php ou des extensions similaires comme PHP 5, PHTML et autres. Donc, ici, on va bypasser en fait cette restriction là à partir de Burp Suite. Donc, comme je l'ai dit, Burp Suite, il permet d'intercepter la requête. Il intercepte la requête et la modifie. Il intercepte la requête après le passage des vérifications utilisateurs qui sont généralement faits dans le navigateur. Ici, la vérification est faite par JavaScript, qui est une vérification utilisateur. Et comme conseil, il n'est pas recommandé de faire des vérifications d'authentification sur le côté utilisateur. Peut-être pour la convivialité de l'utilisateur, ça peut être intéressant de le faire. Mais après, il faut prendre toujours en compte les vérifications côté serveur. Parce que comme on va le faire tout à l'heure, nous allons bypasser la vérification côté utilisateur qui est faite tout à l'heure là au niveau de l'utilisateur avec JavaScript. Donc là, nous allons activer Burp Suite comme on sait bien le faire. Donc, il est déjà actif. Il suffit juste de mettre intercept sur on. Donc, il va capturer toutes les requêtes qui seront faites. Donc là, on va juste récupérer notre fichier. Mais cette fois-ci, c'est... Donc là, il faut mettre tous les fichiers encore. On va dans dossier personnel. Et là, on prend img.png. Juste pour pouvoir bypasser le côté utilisateur. Donc là, je clique sur Upload. Ok, j'ai cliqué sur Upload. Normalement, il a été capturé. Donc, il n'a pas été capturé. Ok, il a été capturé maintenant. Donc là, c'est pas notre requête. Ça, ce sont les requêtes que le navigateur fait de façon automatique. Donc là, on regarde juste le hot pour voir si on retrouve notre adresse IP. Ok, là, nous avons notre adresse IP. Donc, c'est notre requête. Donc là, nous avons un post qui est fait vers ce serveur-là avec l'adresse IP qui est là. Donc ça, c'est notre requête. Et voici le contenu de la requête. Nous avons image.png, mais en fait, qui a du code PHP à l'intérieur. C'est pourquoi je disais qu'il fallait vraiment vérifier à deux fois, en fait. Après la vérification utilisateur, faire une vérification sur le serveur pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, nous avons passé l'étape de vérification utilisateur et nous allons maintenant modifier notre extension parce que pour pouvoir exécuter le code PHP, il faut qu'il y ait une extension .php ou PHP 5 ou similaire qui nous permettra en fait de pouvoir exécuter notre payload en fait. Donc là, on va juste modifier notre extension et mettre PHP. Donc là, si on modifie l'extension, on n'a qu'à juste cliquer sur forward pour que
le fichier puisse se télécharger directement sur le serveur. Donc ici forward. Bon là, c'est que d'autres requêtes faites par le navigateur. Donc là, on peut remarquer que le fichier a bien été téléchargé. Pour en être sûr, on se rend dans la partie upload qu'on connaît déjà. Hein. On recharge la page. Et là, on a bien notre fichier img.php qui est téléchargé. On s'assure bien entendu que notre serveur est toujours en écoute, en mode écoute, prêt à recevoir des connexions distantes. Puis, on clique sur le fichier img.php. Normalement, à cet instant, nous devions avoir une connexion reverse. Donc là, si je reviens, on a bien là une connexion reverse qui a été initiée par la machine distante dont l'adresse IP est 10.10.156.253. Donc voici l'ID de l'utilisateur. Donc c'est comme je l'ai dit, l'utilisateur responsable du parcours en fait sur le serveur web, c'est www.data. Donc c'est lui en fait qui nous a permis d'avoir accès au serveur. Donc là nous sommes maintenant sur le serveur web. Nous sommes sur le serveur distant. Nous sommes sur le serveur que nous souhaitions pirater dès le départ. Donc là si je fais un ID, c'est pareil. Non, désolé. Ok, là je fais ici un ID. Voilà, je suis bien ce monsieur. Mais là nous sommes en tant qu'utilisateur de bas niveau. Nous n'avons aucun privilège. Nous sommes vraiment de bas niveau. Et le shell sur lequel nous nous trouvons n'est pas stable. C'est-à-dire que je ne peux pas remonter en haut pour pouvoir avoir accès à mes commandes précédentes. Je ne peux pas revenir en arrière également pour pouvoir modifier certaines informations sur la commande que je souhaite lancer. Donc la première des choses à faire, c'est de chercher à stabiliser le shell. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. On peut utiliser des outils comme Metasploit qui nous permettra d'aller assez rapidement, mais le temps de le lancer et tout. Et nous sommes là voilà. Il y a plusieurs méthodes, je vais dire, pour le faire en fait. Donc là, moi, j'ai une méthode que j'aime bien, qui est la méthode avec STTY là. Déjà, le shell, il est en mode SH. Nous allons chercher à passer en bash, qui est encore plus convivial, disons. Donc pour le faire, on va entrer la commande. On le fait généralement avec Python. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je préfère faire Python. Python ou Python 3. Je vais aller avec Python 3. Ensuite, si ça passe pas, je prends Python. Python 3-C. Bon, ça, encore une fois de plus, c'est une commande que je connais par cœur. Mais ce n'est pas obligé. Donc, je ne demande pas forcément d'aller bosser les commandes par cœur. Ça ne sert à rien. Il faut connaître juste le processus pour aller d'un point A à un point B. Tu connais les commandes qu'il faut utiliser. Tu as oublié, disons, comment est-ce que la commande se lance. Tu vas sur internet, tu tapes how to use Python for upgrade shell. Tu vas tomber sur plusieurs méthodes. Tu cherches la méthode que tu souhaites. Tu lis la commande, tu copies, tu colles. C'est pas une interrogation sur papier où on va bosser tout par cœur. Maintenant, ça viendra par cœur lorsque vous allez l'utiliser. À force d'utiliser, plus vous utilisez, vous verrez que vous allez maîtriser beaucoup de commandes par cœur sans avoir à aller faire des recherches pour aller plus rapidement. Donc c'est plus en pratiquant qu'on arrive à retenir en fait comment est-ce que les commandes là fonctionnent. Donc import pty pty.spawn. Mais là bin bash. Je ferme la parenthèse, je ferme ici. J'appuie sur entrée. Et là, j'ai maintenant un shell bash. Mais le shell n'est toujours pas stable. C'est-à-dire, si je fais un retour en arrière, c'est pareil. Si j'essaie de monter à la commande précédente, c'est pareil. Donc là, on va appliquer une méthode comment je vais dire, d'upgrade de shell avec STTY. Donc la première des choses, ça c'est une procédure bien précise. Hein. La première des choses, c'est de faire CTRL Z pour sortir du shell, de le mettre en attente, disons. Maintenant, il y a d'autres commandes qu'il faut taper que je ne maîtrise pas forcément. Je passe en fait par cette méthode pour vous montrer en fait un outil que l'un des membres, et ça je ne cesserai de le dire, l'un des membres de la communauté a proposé une fois et que je trouve vraiment très intéressant. Donc si vous avez des outils qui peuvent nous aider à la fin du live, vous pouvez proposer. On est tous là pour apprendre, on est tous là pour monter en compétences. Donc je ne sais plus c'est quel membre qui l'a proposé, mais en tout cas merci encore à lui parce que j'utilise pratiquement à tout moment. Donc là il nous donne en fait cet outil là, c'est une extension de Chrome qui nous permet d'avoir plusieurs, c'est comme disons je sais pas comment on dit ça, un style sheet ou mais quoi là. Donc ça nous permet en fait de pouvoir il y a plusieurs commandes qu'on peut utiliser en fait. Donc là c'est par exemple pour pouvoir monter upgrade le shell en fait, stabiliser le shell. Donc là c'est la méthode que j'utilise. La deuxième, bon moi ce que je préfère après avoir fait le CTRL Z, je fais
je copie cette commande là, STTY. Donc d'abord il faut que je connaisse, comment dirais-je, les dimensions de mon terminal. Donc c'est STTY-A. Voilà. Donc là, on connaît maintenant les dimensions du terminal. Parce qu'il ne faut pas juste se baser sur les commandes, toutes les commandes qu'on tape. Il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on a la dimension en ligne. Pour ce petit carreau de terminal là, en ligne, j'ai 25 lignes et j'ai 103 colonnes. Ok. Donc je reviens ici. Après que je connaisse, les dimensions de mon terminal, je vais entrer cette commande là. Pas que je fasse des erreurs cette fois-ci. Copie. Je viens là, j'entre la commande. Ok. Une fois que j'ai entré la commande, je vais maintenant entrer la commande qui suit. De la commande qui suit, c'est juste pour préciser en fait le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Rows et colonnes. Ici, vous voyez qu'ils ont mis 38 et 116. C'est pas forcément pareil que nous. C'est pourquoi j'ai entré d'abord STTY-A pour connaître quelles sont en fait les lignes de notre terminal et les colonnes de notre terminal. Ici, nous avons 26 et 103. C'est pas pareil. Donc là, je mets rows 26 et colonnes 103. Et là, nous revenons sur notre terminal qui est un peu plus stable cette fois-ci. Mais c'est pas encore terminé. Il y a une dernière commande qu'il va falloir entrer qui est. Allez, voici. Export thème égale à xthème. Ok, donc là, nous avons maintenant un shell normal qui fonctionnera par exemple comme mon shell personnel. Si je fais par exemple clear, ça fonctionne. Si je fais CTRL C, je ne sors pas du shell, ça fonctionne bien. Je peux faire ls, je peux revenir en arrière, je peux partir à gauche, il n'y a pas de souci. Donc là, le shell il est stable, on peut continuer. Donc je rappelle, nous sommes en tant qu'utilisateur de bas niveau, il va falloir escalader les privilèges. Donc déjà, on vérifie où nous nous trouvons, dans quel répertoire nous nous trouvons. Nous sommes dans PWD. PWD pour voir dans quel répertoire est-ce que nous nous trouvons. Donc là, actuellement, nous sommes à la racine. On va essayer de nous rendre dans le répertoire des utilisateurs home, ls. On a deux utilisateurs Ubuntu et Zimkish. Déjà CD de Ubuntu, ls. Bon, apparemment, c'est là que il y a un outil SQL Map qui se trouve là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Donc si je fais par exemple CD de Zimkish, je rappelle que Zimkish c'est l'utilisateur par lequel nous avons eu accès à, je sais plus c'est quel outil là. Donc CD ls CD de Zimkish. Ok, je fais ls-la. Le premier en fait il n'avait pas de flag TXT. En fait on recherche un flag, voilà. On a le flag de l'utilisateur qui est là, flag TXT. N'oublions pas que nous sommes toujours dans un CTF. C'est pas parce que nous lançons que j'explique et tout que nous allons oublier le type en fait du défi, c'est de résoudre le CTF. Donc là si je fais un 4 de flag.txt, on a le flag. Ah, on n'a pas le flag. On n'a pas le flag. N'oublions pas que nous sommes encore utilisateurs 3W data. Donc pour juste pour vous montrer pourquoi on n'a pas accès au flag, c'est qu'on regarde déjà les permissions sur le flag. Donc là, quand on prend la ligne de flag.txt, on constate qu'il y a R, le tiret à la première colonne, en fait, c'est juste pour préciser qu'il s'agit d'un fichier. Le deuxième, c'est la lecture, l'écriture. Bon, les trois suivants, c'est la lecture, l'écriture et l'exécution. Pour l'utilisateur propriétaire de ce fichier, il s'agit de Zimkish. Les trois autres caractères qui vont suivre, donc R, ce sont les permissions pour le groupe auquel appartient ce fichier, ou bien le groupe qui a accès à ce fichier. Donc là, le groupe Zimkish a accès uniquement qu'en lecture. Et les trois derniers fichiers, c'est pour les autres, c'est-à-dire tous les autres utilisateurs de la machine. Donc nous il n'y a aucune permission pour nous. On ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut pas exécuter dedans. Donc on va chercher à monter les privilèges pour devenir Zimkish. Mais avant, on remarque en fait qu'il y a un fichier ici du nom de ssh_creds.txt. Et là, cette fois-ci, nous avons les autorisations de lecture. L'utilisateur propriétaire, c'est root.
le groupe qui a autorisation en lecture sur ce fichier, c'est Zimkish et les autres dont nous faisons partie, nous avons juste l'autorisation en lecture sur le fichier. Donc je vais juste faire un copier. Désolé, je vais faire un 4 de ce fichier là. SSH create. Là on a des informations d'identification. On peut supposer qu'il s'agit des informations de connexion SSH de Zimkish. Donc on va directement le tester pour confirmer en fait nos suppositions. Donc là je vais juste faire un SSH Zimkish. Je mets juste l'adresse IP de la machine. Donc je peux récupérer cette adresse IP là ici. Voilà, j'appuie sur entrée. Donc là je mets yes. Ici je mets le mot de passe qui est là. Je copie, je colle. Donc là nous avons escaladé les privilèges pour passer de 3W-data à Zimkish. Donc ça aussi c'est l'une des vulnérabilités qui existe beaucoup en fait sur la machine de beaucoup d'utilisateurs. Donc n'oubliez pas de supprimer, surtout si votre machine ou la machine sur laquelle se trouve ce type de fichier contenant des mots de passe héberge des services distants comme des serveurs web. Vraiment faites la majorité de votre possible pour enregistrer ça autre part que sur ces machines là, dans des fichiers sur ces machines là, parce que si comme dans ce cas là un utilisateur malveillant arrive à avoir accès à ces machines à partir des services distants qui sont présents sur votre machine, il sera en mesure de pouvoir lire des fichiers comme par exemple là les informations du SSH d'un utilisateur sur la machine et lui permettre de pouvoir escalader les privilèges. Donc vraiment ce sont des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention mais qui sont très importantes pour en fait se prévenir de beaucoup de choses désagréables. Donc là, nous sommes en tant qu'utilisateur Zimkish. Si je fais un ls, nous sommes bien là. ls-la. Voilà, on a les fichiers. Malheureusement, le fichier bash history, il contient des informations, mais ce sont les informations que nous venons de lancer. Sinon, s'il y avait des anciennes informations, ça allait être très intéressant. J'aime bien les défis qui fonctionnent de cette façon, en fait. Ok, donc là, donc on va chercher maintenant à monter les privilèges pour devenir root. Donc pour devenir root, il y a plusieurs méthodes. Moi, il y a beaucoup de méthodes que j'utilise personnellement. Et pour ceux qui suivent les live hacking, la première des choses à faire, que je fais généralement, c'est de vérifier quelles sont les permissions sudo que nous avons sur des outils qui seront peut-être présentes sur la machine. Donc pour le vérifier, c'est de faire sudo-l. Donc là, je fais juste sudo-l. Là, on me demande le mot de passe, je mets mon mot de passe. Il me dit que ça ne passe pas. Sûrement que j'ai fait une copie premièrement. Donc là, je vais copier le mot de passe qui est ici. Je reviens là. Ok. Là, il me dit que l'utilisateur que je suis, Zimkish, n'a pas de permission sudo sur la machine en question. Ok. Donc la deuxième des choses que je fais également, c'est de vérifier quelles sont les tâches qui sont exécutées de façon automatique à partir du fichier comptable. Donc ça peut nous aider en fait. Il peut s'agir d'un utilisateur qui exécute ça de façon automatique. Il peut s'agir de l'utilisateur root qui l'exécute de façon automatique et dont nous pouvons explorer pour pouvoir peut-être escalader les privilèges. Donc là je fais un 4 de fichier, c'est etc cron tab. Ok, donc là on a 4 requêtes, mais là c'est pas grand chose d'intéressant en fait. Ce sont des choses qui sont généralement présentes sur ces machines. Donc il n'y a pas de tâches qui sortent de l'ordinaire qui peuvent nous intéresser. Donc si ça ne passe pas de façon générale, ce que je fais en troisième position, donc il y a en fait j'ai une hiérarchie et c'est ce que je vous recommande d'avoir. Lorsque vous venez faire un test d'intrusion, en fonction de ce que vous trouvez, il y a une hiérarchie en fait de commandes ou bien de méthodes que vous pouvez mettre en pratique. Ça vous permet de ne pas vous disperser en termes de méthode de résolution, d'avoir une ligne bien précise et de ne pas, comme je l'ai dit, de ne pas se perdre en fait.
Donc c'est ce qu'on va faire. La troisième chose que je fais généralement, c'est de maintenant vérifier quels sont les fichiers qui ont des permissions SUID. Ensuite, je vérifierai d'autres méthodes. Je vais regarder dans, par exemple, le serveur web. Est-ce qu'il n'y a pas des fichiers qui traînent? Plein de méthodes de ce genre-là. Et lorsque je finis, que je ne trouve rien, je vais maintenant passer à des commandes ou à des outils automatisés qui me permettent de énumérer depuis l'intérieur les différents ports par lesquels je peux passer pour exploiter la machine. Il peut s'agir de LinPS, ce que j'utilise généralement sous Linux, ou WinPS quand il s'agit de Windows. Donc là, la troisième des choses, comme je l'ai dit, c'est de regarder quels sont les fichiers ayant un bit SUID. Donc là, pour le faire, il y a une commande bien précise. Si vous ne connaissez pas la commande, comme je l'ai dit, j'ai le processus, je ne connais pas, je tape sur internet comment trouver les fichiers ayant un bit SUID. Il me montre la commande et puis voilà. Donc là, je vais find depuis la racine. Bon, j'ai fini et puis je vous explique ce que ça signifie. -perm -u égale à s supérieur 2 slash non 2 supérieur slash dev slash nul. Ok, donc la commande find, c'est une commande qui permet de rechercher en fait sur la machine. Donc on lui dit de rechercher sur la machine depuis la racine tous les éléments qui ont pour lesquels les permissions utilisateurs dans les permissions utilisateurs se trouve le bit S, donc le bit SUID qui nous intéressera ici. Donc s'il y a des binaires ou des fichiers qui ont ce type de permission là, sera vraiment intéressant pour nous parce qu'il nous permettra de pouvoir exécuter ce fichier ou ce binaire là avec les autorisations du propriétaire. Je prends le temps de vraiment comment je vais dire, de m'attarder là-dessus parce que généralement quand on dit bit SUD, on pense directement que lorsqu'on tombe sur un binaire qui a bit SUD, ici, ça nous permet directement de devenir root. Non, pas forcément. C'est l'autorisation du propriétaire du fichier. Maintenant, généralement, c'est dans le cas des CTF, lorsqu'on tombe sur certains types d'informations là, c'est pour root, mais pas tout le jour, pas tout le temps. Je pense qu'il y a eu des CTF qu'on a fait ensemble d'ailleurs où on est tombé sur des fichiers avec des permissions, des bits SUID qui appartenaient à d'autres utilisateurs qui nous ont permis de faire des déplacements latéraux et ensuite de monter pour devenir utilisateur root. Mais il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne pour ne pas avoir de problème après. Et ensuite je mets 2 supérieur à dev slash nul. En fait, c'est les erreurs que je ne souhaite pas afficher. En fait, tout ce qui est erreur, je le mets dans dev nul, il ne les affiche pas. Donc maintenant qu'on a la commande normale, on lance. Donc là, il y a beaucoup de binaires. Et ça, après, c'est, disons, je dirais, c'est plus l'expérience qui va parler. Puisqu'il y a beaucoup de binaires. Donc, il va falloir qu'il y ait parmi ces binaires-là, quels sont les binaires qui sont les plus intéressants. Et il y a un site très bon, très intéressant qui est disponible, qui nous permet de savoir est-ce que ce binaire-là peut être utilisé dans le cas de bit SUID ou de sudo pour escalader les privilèges. Ce site-là s'appelle GTFOBins et je vous envoie le lien directement dans le chat. Donc je viens là et je me mets dans voilà GTFOBins. Ok, je copie et je mets le lien dans le chat. Le chat. Là, je colle le lien dans le chat. Bien. Ok, maintenant que j'ai le lien dans le chat. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, normalement, c'est pourquoi je dis ça, il y a aussi de l'expérience qui est derrière. Donc, lorsque vous avez le binaire, vous devez copier le binaire. Le binaire, généralement, c'est le dernier du chemin, en fait. Le chemin pour obtenir le binaire. Donc, le binaire, c'est le caractère ici. Donc, vous copiez le binaire, vous l'envoyez dans GTFOBins et GTFOBins vous dit si ce binaire-là peut être utilisé pour monter, pour escalader les privilèges. Mais attention, ce n'est pas tous les binaires qui sont présents dans GTFOBins. Ça augmente. Donc après, il va falloir utiliser son esprit critique. Et il y a des fois des outils qui ont été développés manuellement, qui sont mis en place sur le CTF pour nous permettre de pouvoir exploiter de façon manuelle, pas automatique, comme avec GTFOBins. Donc vous pouvez tomber sur des outils dont la permission a été modifiée de façon express pour nous montrer comment utiliser, comment exploiter de façon manuelle les permissions SUID. Et ça, je crois qu'il y a eu des CTF que nous avons fait ensemble dans les lives précédents sur lesquels nous sommes tombés, je veux dire. Donc là, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Je copie juste le binaire. Désolé, j'ai fait CTRL-C. Je copie juste le binaire en question et je l'envoie dans GTFOBins. Donc je le mets là. Je le mets dans la barre de recherche. Je colle
Et là, il me dit si il existe. Là, il n'existe même pas même. Donc, c'est-à-dire, même s'il est, il n'existe pas en fait. Donc, je ne pourrais même pas l'utiliser. Par contre, il y a des binaires. Je vais prendre par exemple le cas de SU. Le binaire SU. Lui, je le prends. Je l'envoie là. Je le colle. Là, il existe. Par contre, sa fonction qui nous permettra de l'exécuter, c'est sudo. C'est-à-dire, si on avait, par exemple, avec la première commande, la sudo-l, si il y avait il nous avait, pardon, si nous avait donné la possibilité de lancer en SU en mode sudo, il nous serait possible à nous de devenir utilisateur root, puisque SQ c'est l'une des commandes dont le propriétaire est root. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours propriétaire et non root forcément. Ok, donc là il n'y a pas grand chose. Bon, là je vais aller assez rapidement. Voilà, donc là ce sont des binaires par défaut en fait. Généralement, lorsqu'on va lancer SUD, on les trouvera toujours. Les sudo, SU, mount et autres. Donc il n'y a rien qui sort de l'ordinaire actuellement. On continue. Normalement, vous devriez le faire de façon manuelle en fait. Mais après, quand plus tu le fais que tu retombes sur les mêmes binaires qui ne donnent rien, tu sais automatiquement ce qui ne va pas t'aider et ce qui pourra t'aider éventuellement. Ou ce que tu ne connais pas. Ok. Donc là, il y a par exemple le binaire find qui n'est pas forcément... comment je vais dire, qui n'est pas le binaire qui n'est pas toujours présent en fait. Donc c'est quelque chose qui peut par exemple nous aider, dont il y a une indication. On va juste regarder. Donc si find est présent, on regarde, est-ce que on peut l'utiliser. En nom de find, on voit que find, il y a shell, il y a SUD, il y a sudo. Ah, il y a SUD, donc il est possible en fait, si find a une permission SUID, de pouvoir escalader les privilèges, ce qui est en fait. C'est-à-dire ici il y a SUID, le binaire find a une permission SUID. C'est pourquoi lorsque nous avons lancé la commande tout à l'heure, on l'a vu dans le résultat. Si aussi il était dans... Quand on a fait sudo-l premièrement, on avait par exemple la possibilité d'exécuter find, on aurait pu escalader les privilèges avec find en utilisant la commande qui nous aurait aidé dans sudo. Donc il nous suffit juste de cliquer sur SUID. Et là, on a la commande qui nous permettra d'escalader les privilèges avec find. Pareil pour sudo et autres. Donc là, on copie juste le code qui est là. Je viens là et je le colle. Là, je lance. Vous voyez qu'il nous dit que le fichier .find n'est pas présent sur le répertoire. Donc, il faut faire très attention en fait. Ici, il a exécuté en se disant que find est un binaire comment je vais dire, qui est portable en fait. C'est-à-dire, nous sommes dans le même répertoire. Dans ce cas-là, si on lance de cette façon, ça va fonctionner. Mais là, find est dans un répertoire bien précis. Donc ici, en l'occurrence, urc bin find, qui est un chemin de la variable d'environnement path. C'est-à-dire, lorsqu'on lance les commandes, il va vérifier dans path, est-ce que cette commande-là existe. Donc, on n'a pas besoin de mettre un point slash. Si on lance find directement, il va aller exécuter urc bin find. Ou aussi, on peut tout simplement prendre le lien et le lancer automatiquement. Donc, je vais juste relancer la commande cette fois-ci en enlevant le point slash derrière. Et là, je lance et je deviens automatiquement root. J'ai une permission root. Donc, je peux faire ce que je veux. Là, si je fais par exemple ID, on n'est pas complètement devenu root, hein, je précise. Voilà, on n'est pas complètement devenu root, mais on a un EUID. C'est ce qu'on appelle un UID effectif, qui nous permettra d'exécuter certaines commandes comme étant utilisateur root. On peut par exemple afficher à partir de là le contenu du fichier etc shadow. Par exemple, si je fais 4 de comment ça s'appelle là, slash etc shadow. Là, j'ai le hash. Bon, etc shadow, je précise, c'est le fichier qui contient, c'est un peu comme le camarade de etc password. Par contre, lui, il contient en fait le hash des mots de passe de l'utilisateur. Et là, lui, il est uniquement accessible que par l'utilisateur root. C'est pourquoi précédemment, j'avais dit non que c'est pas bon de donner toutes les permissions à etc shadow à tous les utilisateurs parce que bon, après, il peut y avoir plusieurs problèmes de sécurité derrière. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Là, nous sommes utilisateurs root. Il nous suffit juste de lire le fichier, de nous déplacer dans le dossier root et lire le flag qui nous intéressait là-dedans. Si je fais root, si je fais pwd, je suis bien dans le fichier root. Il me suffit de faire un ls-la. J'ai le contenu du flag.txt. Je fais un 4
de ce flag.txt là. Et là, j'ai le flag de l'utilisateur root. Voilà. Donc voilà un peu les différentes étapes qui nous ont permis de devenir root sur la machine. Donc pour résumer, avant que on arrive en question s'il y en a, on a terminé, nous sommes devenus root et nous avons eu le flag qui nous intéressait. Pour résumer, nous sommes passés d'une application web qui avait plusieurs vulnérabilités. Donc il y a eu des vulnérabilités de... Bon, il y a eu un formulaire de connexion qui était caché au départ, qui devait être caché, mais dont l'URL se trouvait dans notre dossier big.txt, dans notre fichier big.txt, lorsque nous avons fait le fusing. Donc nous avons eu accès à ce formulaire de connexion là. Lorsque nous avons essayé de nous connecter, lorsque nous avons essayé de nous connecter, on a constaté qu'il y avait la possibilité d'effectuer des injections SQL. Nous avons utilisé SQL Map pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité qui était présente là. Cette vulnérabilité des injections SQL. Lorsque nous avons exploité la vulnérabilité, nous avons obtenu le mot de passe de l'utilisateur. Nous sommes connectés. Ensuite, il y avait une deuxième table du nom de config qui contenait des URL et des mots de passe. Nous avons utilisé le premier, nous avons craqué son mot de passe. Utilisé le deuxième. À partir du premier, nous savions qu'il y avait un paramètre du nom de file qui nous permettrait de pouvoir avoir accès à des fichiers sur la machine en local. Donc ça nous a permis de pouvoir avoir le nom de l'utilisateur qui représentait le mot de passe pour la deuxième URL qu'il fallait que nous avons contacté. Et lorsque nous sommes connectés, nous avons vu qu'il y avait un formulaire qui nous permettait d'uploader des fichiers PNG, donc des fichiers images ou JPG sur un serveur distant. Donc lorsque nous faisons, on avait l'URL dans lequel on pouvait réexécuter ces fichiers-là. Il nous fallait maintenant bypasser cette permission-là puisqu'il s'agissait, et là je précise toujours, il s'agissait pas, on l'a fait juste parce que le langage de programmation qui a été utilisé pour coder la plateforme est du PHP. Si par exemple c'était du JSP ou du Java, notre payload allait être complètement différent. Ça allait pas être un payload PHP en fait. Donc le payload doit être fonction du langage de programmation côté back-end du site. Ok, donc ça c'est juste une petite précision. Ok, donc nous avons configuré notre payload. Puisque le langage de programmation était PHP, nous avons utilisé un payload PHP du nom de Pentest Monkey que nous avons configuré en mettant notre adresse IP personnelle sur le réseau de 3000 et le mot de passe et le port local d'écoute. Nous avons configuré un port local d'écoute et nous avons uploadé le fichier de reverse shell là sur le serveur distant. Lorsque nous l'avons uploadé, nous l'avons exécuté. On a compris qu'on ne pouvait pas l'uploader directement puisqu'il y avait une vérification en local, une vérification disons côté utilisateur qui nous empêchait de pouvoir uploader des fichiers dont l'extension est différente de PNG ou de JPG. Donc nous avons utilisé BubSuite une fois de plus pour pouvoir intercepter les requêtes. D'abord nous avons modifié l'extension en .png, utiliser BubSuite pour pouvoir intercepter la requête et bypasser la première étape de vérification, modifier cette extension là en PHP et rejouer la requête de connexion, ce qui a permis de pouvoir bypasser la vérification qui était faite. Donc là, ce qui me permet de soulever un point, une fois de plus, que vous soyez développeur ou ingénieur en sécurité, si vous arrive de coder un site web, que vous devez faire des vérifications côté utilisateur, faites toujours une vérification côté serveur. Parce que si vous faites une vérification côté utilisateur, elle ne sert qu'à avoir une certaine ergonomie du site ou une certaine convivialité pour l'utilisateur. Lorsqu'il se trompe, vous saurez, il saura lui qui s'est trompé en fait. C'est pourquoi ça ne passe pas. Or si vous vous cantonnez uniquement que à cela, si un pirate arrive à avoir accès à la page d'upload, il peut facilement bypasser, comme dans notre cas ici, soumettre des informations assez dangereuses. Donc là nous avons soumis notre reverse shell et lorsque nous avons cliqué, nous a permis d'avoir accès à distance en reverse shell, disons au serveur distant. Nous l'avons escaladé à partir de STTY. Une fois que nous avons escaladé, nous nous sommes dirigés dans le répertoire de l'utilisateur Zimkish, dans lequel il se trouvait un fichier TXT qui était accessible en lecture à tout le monde, ce qui nous a permis, ce fichier là contenait disons des informations d'identification au niveau du SSH pour l'utilisateur Zimkish, ce qui nous a permis de devenir Zimkish assez rapidement.
Et une fois Zimkish, nous avons testé d'abord est-ce que le système permettait à l'utilisateur Zimkish d'exécuter des commandes en sudo. On a compris que l'utilisateur Zimkish n'avait aucune commande en sudo qui était possible pour lui à exécuter. On a vérifié le fichier ETC comptable dans lequel il n'y avait pas de tâches assez intéressantes pour nous. Également, nous avons affiché le contenu, ou du moins nous avons recherché tous les binaires sur la machine dans lequel nous pouvons exécuter le fichier SUID, dans lequel nous pouvons exécuter des fichiers comme avec les permissions du propriétaire de ce fichier-là. Et nous avons constaté qu'il y avait le binaire find qui était disponible. Nous avons vérifié sur GTFO Business, et GTFO Business nous a montré qu'il y avait une commande qui nous permettrait d'escalader les privilèges s'il y avait le binaire fan disponible à l'exécution en mode SUID, ce qui nous a permis d'avoir un bit root effectif qui nous a permis de pouvoir lire le flag en fait de l'utilisateur root. Donc c'est un peu là le processus que nous avons eu à utiliser pour pouvoir terminer la machine. Donc voilà, s'il y a des questions sur le processus, il y a des personnes qui souhaitent ajouter disons un plus à ce que nous venons de faire, qui n'ont pas compris certaines choses, la parole est à vous. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et s'il y a des questions, je suis ouvert. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, il y a des questions? Bon, moi, j'ai pas de questions particulièrement. Je D'accord. voulais juste. Voilà. La présentation était top. Ok, merci. Voilà, c'était bien. Voilà. Maintenant, au niveau du upload, là, en D'accord. fait, le nom de la tâche qui a été exécutée, c'était le RFI, Remote File Injection. Je pense que ça a été oublié, c'était signifié. Maintenant, moi, ma question, c'est... Bon, je suis un jeune Ivoirien, je suis en Russie, je suis pentester. D'accord. Ça fait plus d'1 an que voilà, je suis dans le domaine de la sécurité informatique. Moi, je voulais savoir, Jean, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Je vois que tu as l'accent ivoirien, en fait. Ouais, je suis Je ouvert. me suis retrouvé le groupe là, voilà, je sais pas par hasard, donc il y a eu votre lien là, dont il a décidé d'en savoir un peu plus sur voilà, qui vous êtes et tout ça. Ok, d'accord. Je pense que peut-être vous n'étiez pas arrivé quand je me présentais. Donc, je suis Alexis Pondo, je suis consultant en cybersécurité dans une entreprise ivoirienne. Voilà. Je suis consultant en cybersécurité. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on peut savoir sur moi. Hein. Maintenant, après, si vous voulez en savoir plus, il y a Google, il y a mon compte LinkedIn aussi qui est là. Ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, on est ensemble sur le groupe Telegram, on peut toujours discuter. Par contre, pour tout à l'heure, vous avez parlé du RFI, le Remote File Inclusion. Bon, ça, on pourra toujours en rediscuter, mais je pense que le Remote File Inclusion, c'est un peu comme le LFI, mais cette fois-ci avec les URL. C'est-à-dire, au lieu d'inclure des fichiers, on peut inclure des fichiers qui se trouvent à distance sur un serveur distant. Maintenant, ce qu'on vient de faire, la technique, normalement, le nom qu'on utilise, c'est le file upload, c'est-à-dire le téléchargement des fichiers. Mais après, on pourra toujours en rediscuter, c'est pas un problème. On pourra toujours en rediscuter sur le canal Telegram. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Pas de souci. Y a Sinon, pas- comme tu parles d'uploader un fichier sur un serveur distant, je pense que si on veut parler de serveur distant, on peut parler de ton PC sur lequel tu as, comment on appelle ça, mais tu as pris le fichier PHP et puis tu... Voilà, c'est un peu pratiquement la même chose. C'est comme si tu pouvais écrire en HTTP et puis ajouter le fichier là. Ouais. C'est pourquoi, bon, ce sont des subtilités en fait derrière. Si vous voulez, on peut appeler ça. L'attaque a été une réussite, c'est l'essentiel. Il y a pas de souci. C'était d'avoir le route. Voilà, maintenant, concernant la sécurité en Côte d'Ivoire, je voulais juste avoir un peu, D'accord. comment dirais-je, quelques notions, parce que je vois que tu es consultant en sécurité informatique. Comment supporte la sécurité au pays? Parce que j'essaie d'aller sur des sites étatiques là, c'est vraiment pas joli à voir au niveau de la sécurité, il y a tellement de failles, même au niveau du site de la RTI et puis des TIC là. Il y a eu à les envoyer plusieurs mails, mais jusque là, il n'y a aucune réponse. Tu vois, c'est un peu pas joli de ce côté-là au fait. Ah, quand j'ai pas bien compris la question. Comment est-ce que les contacter ou La question c'est comment la sécurité au pays là-bas supporte quoi.
Parce qu'il y a l'impression que les gens ne sont pas aussi impliqués que, comment on appelle ça, que je le pense. Peut-être je me trompe puisque je ne suis pas là-bas. Mais quand vous êtes physiquement là-bas, donc je voulais savoir comment le regard ivoirien en fait sur la sécurité informatique. Bon, on pourra toujours en rediscuter en local, vu que c'est un sujet assez délicat qu'il ne faut pas forcément, disons, aborder comme actuellement en ligne. Donc on pourra toujours en rediscuter. Comme vous l'avez dit, vous avez parlé de... Ça peut facilement, très rapidement être incompris. Là, vous avez dit, par exemple, vous avez essayé de les contacter. Derrière, d'autres personnes peuvent penser à des actions que vous avez essayé de mener qui ne sont pas forcément... qui peuvent être interprétées autrement. Donc je préfère qu'on en discute peut-être en privé ou sur le groupe Telegram. C'est plus simple. Ok, il n'y a pas de souci. Au fait, juste comme tu as souligné le côté où peut-être les gens peuvent mal interpréter, je voulais souligner un fait très, très rapidement. Il n'y a aucune attaque qui a été portée au niveau du site. Voilà, quand tu as des outils de sécurité, quand tu te connectes à un site, à ton Kali Linux, déjà tu vois les versions au fait, des services utilisés. Tu vois que c'est caduque au fait. C'est tellement vieux, tellement vulnérable que un jeune hacker vient, il s'assoit tranquillement, il peut faire ce qu'il a envie de faire au fait. C'est pas faux. C'est juste que ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention vraiment assez, disons, votre implication dans le live hacking. C'est ce qu'on attend de tous. Que vous soyez, disons, débutant ou expérimenté, c'est d'intervenir, d'apporter votre expérience pour les personnes assez expérimentées dans le domaine, à tous ceux qui sont venus là pour apprendre, parce que nous sommes tous là, c'est pour principalement apprendre en fait. Donc si vous avez des trucs à donner, à corriger, à rectifier, n'hésitez surtout pas. On n'est pas là pour... Voilà, je ne suis pas le professeur qui connaît tout, et je le dis et je le répéterai toujours, je ne suis pas censé tout connaître et je ne connais pas tout. S'il y a des choses dans lesquelles je me suis trompé, que vous souhaitez peut-être rectifier, il n'y a pas de souci, vous pouvez interagir. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser les questions. Si je ne connais pas, qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui connaît, il peut répondre. Si personne ne connaît, on va chercher dans le groupe Telegram, on pourra toujours s'entraider ensemble. Donc en tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions, Oui, il y a quelqu'un qui souhaite poser, Abdul Geek. Vas-y. Ok, d'accord, pareil. D'abord, je commence par te remercier pour ce mythe. Moi, ça m'a beaucoup appris. Merci à vous. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est au niveau de l'upload de l'image pour PHP là. Parce que j'essaie de tester un truc comme ça, mais ça m'a beaucoup fatigué au fait. Parce qu'il y avait un filtre au niveau de l'upload là. Voilà, en fait, voilà. C'est pas obligé que ça marche, hein. C'est parce que là, c'était vulnérable. Voilà. C'est pas toujours quand tu vas tomber sur un site web où on demande d'uploader un fichier que tu pourras bypasser les restrictions et uploader ton fichier PHP pour faire du reverse shell. Si derrière les développeurs sont des développeurs avertis et qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité pour t'empêcher de pouvoir uploader des fichiers malveillants, comme là, comme je le disais, des mesures de sécurité côté back-end que tu ne connais pas, il te sera compliqué de pouvoir le bypasser. Par contre, il existe des méthodes que tu peux appliquer en supposant que ça puisse passer. Je crois qu'il nous a déjà été arrivé. Nous avons eu à rencontrer ce type de cas-là dans des live hacking précédents où peut-être il fallait passer par le nom, comment on appelle ça, comment on appelle ça, le nom magique, je crois, du fichier qu'il faut modifier, ou encore d'autres types de modifications. Donc c'est pas obligé que ça passe quoi. Et si ça ne passe pas, c'est que sûrement il y a deux solutions. Soit tu n'as pas la bonne technique, soit tu peux pas avec les connaissances actuelles. Peut-être il n'y a pas de vulnérabilité actuellement sur ce formulaire de produit. Donc c'est pas toujours quoi. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour ajouter un truc, voilà, comme je parlais sur le truc de SQL Map là. D'accord. Souvent, quand tu identifies directement le type de SQL injection que tu as, un peu comme dans l'exemple où j'avais, c'était error based. C'est ça. Souvent, c'est mieux de spécifier, quand tu utilises SMAP, c'est toujours mieux de spécifier directement la technique que tu veux, parce que plusieurs fois, s'il y a par exemple plusieurs types plusieurs SQL injection, plusieurs différents types de SQL injection vulnérables sur le même paramètre, souvent SQL va te montrer le time base par exemple, ou bien d'autres techniques qui eux prennent beaucoup plus de temps. C'est pas faux. Parce que généralement, le error base est très rapide, c'est
permet directement d'obtenir ce que tu veux, quoi. Ouais, là, tu as totalement raison parce que là, on peut dire qu'on a payé le prix hein, de ne pas vouloir utiliser Ouais, directement le Hero Buzz. On a pris près de plus de 10 minutes, je pense, à attendre que ouais. le scan se termine. En tout cas, ça, c'était une erreur de ma part. Je pense que j'ai tiré les leçons de cela. Dans les différentes les prochaines préparations, je vais prendre cela en compte et voilà. On pourra aller plus rapidement à l'essentiel qui est le processus qui nous permettra de pouvoir peut-être terminer la machine. En tout cas, merci pour ton Ouais. intervention. Honnêtement, aussi, à ce que vous étiez en train de dire, ce que vous étiez en train de discuter avec, je crois que c'était Jean, Oui, c'est ça. pour pour le local file inclusion et ce que tu as dit, le upload des fichiers. Mhm, Je crois que c'est comme tu as dit dans le cas de ce que tu as fait là, c'est juste un upload de fichiers. mhm. Parce que dans le local file inclusion, tu dois lire le fichier qui se trouve Exactement. sur le serveur déjà, le serveur que tu es en train de, le serveur victime, quoi, voilà. Je vois. C'est ça. Tu dois lire, essayer de lire, je crois. C'est ça, c'est exactement cela. Je rectifie une minute. Au fait, en termes d'inclusion des fichiers, il y a le local file. Inclusion, c'est le LFI qu'il a eu à faire au départ avec le etc password. Il y a le remote file injection. C'est le RFI, au fait. Le RFI, c'est d'un autre serveur vers le serveur vulnérable, au fait. C'est-à-dire, tu prends un fichier d'un autre serveur que tu uploads sur le serveur vulnérable. Oui, mais le remote file inclusion, ce n'est pas que tu uploads un fichier. En fait, le remote file, c'est quand, par exemple, l'application essaie d'exécuter un script PHP, par exemple, et tu arrives à changer le script PHP que c'est en train d'exécuter et faire en sorte que, par exemple, ça exécute plutôt un fichier PHP qui se trouve sur un autre serveur. En fait, ça, c'est le remote file inclusion. Ok, il n'y a pas de souci. Quand tu as remarqué que lorsqu'il finit de uploader le fichier là, il obtient un put, comment on appelle ça même, un lien au fait sur lequel il peut rappeler au fait le fichier. Oui, justement, il obtient un lien parce que justement, il a uploadé le fichier sur le serveur et maintenant, quand tu uploades le fichier sur le serveur, après, tu as un lien pour accéder au fichier. C'est un peu comme quand tu uploades une image, la même chose. Ok, il n'y a pas de souci. En interne, tu peux essayer de prendre WebSuite. Tu prends WebSuite, tu vois, non. Le côté où tu as uploadé ton fichier là, essaie d'ouvrir un HTTP sur ton serveur, sur ton PC que tu as, et puis ton HTTP et ton PHP, ton fichier PHP que tu as uploadé là, essaie de l'appeler avec ton HTTP et le nom du fichier, tu vois que ça a uploadé au fait. C'est Bon, pratiquement. on reverra. Vous pouvez vérifier ça en interne, vous allez voir que c'est. Au fait, quand tu prends un fichier d'un serveur distant vers le serveur vulnérable, c'est pratiquement pareil que tu uploads le fichier. Parce que le fichier, tu l'appelles sur ton PC, au fait. Quand tu appuies sur ton upload, tu t'as cherché le fichier sur ton PC. Ça aurait été pratiquement pareil si tu ouvrais WebSuite et puis tu ouvrais une session HTTP et puis tu appelais le fichier, au fait, là-bas. Oui, Tu allais avoir le fichier, au fait. ouais, c'est juste que la particularité sur le remote file inclusion, c'est que tu n'as pas de possibilité de faire, tu n'as pas une fonctionnalité d'upload des fichiers en fait. C'est ce que je disais. Je pense que ce sont des incompréhensions au niveau de la nomenclature en fait, de la technique. Ce sont des choses sur lesquelles on pourra débattre en local. Et voilà. On, on a fait pratiquement 2 heures, donc je pense qu'on va laisser le temps. S'il n'y a pas de questions, hein. Donc, Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à l'appel. Puisque ça fait maintenant pratiquement 2 heures que nous sommes là. En tout cas, vraiment, merci à tous d'être venus. Ça m'a fait vraiment plaisir. Après c'est plus de 9 ou 7 mois d'absence, de refaire un nouveau live hacking avec vous tous. Il y a plusieurs qui sont Bartoski et les autres qui sont beaucoup présents au live hacking. Vraiment, merci beaucoup d'être encore présents. Et bienvenue au nouveau comme Jean-Maxime. J'espère que vous allez rester avec nous et que vous pourrez nous partager toujours vos remarques assez pertinentes lors des prochains live hacking. Quand on se répond toujours dans le groupe Telegram. Et je rappelle qu'il y aura
comment je vais appeler ça? Il y aura le backup de cette réunion, de cette rencontre-là qui se fera en fait. C'est pourquoi je parlais chaque fois d'enregistrement. Donc il y a un enregistrement qui a été fait. Donc j'enverrai quand je vais finir de mettre la vidéo en ligne, le lien sur YouTube, le lien plutôt sur le groupe Telegram pour que vous puissiez revoir les différentes, comment je vais dire ça? Vous pouvez revoir la vidéo en gros. On m'a demandé le lien Telegram, il n'y a pas de souci, je vous envoie ça tout à l'heure. C'est T. Ok. Ok, j'envoie le lien. Hoje é para 14, são 14. Até estou tão dias. Ok, donc voici le lien Telegram. En tout cas, vraiment merci à vous. Et sur ce point, on mettra fin à la 7e session de live hacking en espérant que on reviendra très bientôt pour une 8e session. Merci à vous et encore à très bientôt. On se prend sur le groupe Telegram. Au revoir.